tous. On est très très heureux de vous retrouver pour ce Midi de l'ARES dans lequel on va s'intéresser aux travaux des lauréates de la 3e édition du prix Philippe Mestat pour l'enseignement de demain. C'est des travaux qui ont été récompensés, des travaux de fin d'études, de baccalauréat, de master et de thèse de doctorat d'étudiantes, en l'occurrence de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, petit rappel, Philippe Mestat a enseigné pendant plus de 25 ans à l'UC Louvain. Il a été président du conseil d'administration de l'ARES. Il a beaucoup œuvré à la mise en œuvre du pacte d'excellence et il avait émis le souhait de son vivant d'instaurer ce prix qui récompense des travaux qui s'intéressent à l'enseignement de demain. Et même si ce prix a vu le jour après sa disparition, mais c'est vraiment la concrétisation, la réalisation de son souhait. Aujourd'hui, ce sont des jeunes femmes exclusivement que nous allons entendre. Alors, en quelques mots, je vous explique le déroulé. On aura un petit mot de Laurent Despy, que vous avez déjà aperçu évidemment sur vos écrans, qui est administrateur de l'ARES. Ensuite, on devrait, je l'espère, céder la parole à Françoise Tulkens, magistrate, ancienne juge et vice-présidente de la Cour européenne des droits de l'homme et aussi présidente du jury pour les 3 premières éditions du prix Philippe Mestat. On écoutera alors les présentations des 3 travaux qui ont été primés. Chaque présentation durera une vingtaine de minutes et puis on consacrera, disons, une petite dizaine de minutes, puisqu'on est un petit peu en retard, aux questions et aux réponses. Et puis on terminera par un petit mot de Sébastien Van Drogenbroek, qui sera le nouveau président du jury pour la 4e édition du prix Philippe Mestat. Alors, quelques petites informations d'usage. Si vous regardez sur la droite de votre écran, vous avez l'onglet participants, donc vous pouvez voir qui est en ligne. Juste en dessous, vous avez Q&R, donc pour questions-réponses. C'est là qu'on vous demandera de mettre vos questions à la fin de chaque présentation. Et donc, moi, je me ferai un plaisir de les relayer. Vous le savez, vos caméras et vos micros sont éteints, sauf pour les personnes qui doivent intervenir. Mais voilà, c'est prévu comme ça, donc pas d'inquiétude. Et alors, vous avez, si vous le souhaitez, tout en bas à droite de votre écran, une petite bulle chat. Là, c'est plutôt comme c'est indiqué sur votre écran pour tout ce qui est discussion informelle. Mais donc, pour poser toutes vos questions à la fin des présentations, c'est bien dans le Q&R qu'il faut aller. Voilà, j'espère que tout est clair pour vous. Sinon, n'hésitez pas à poser des petites questions à notre équipe qui se fera un plaisir de vous répondre. Et je propose qu'on entre directement dans le vif du sujet avec vous, Laurent Despy, pour un petit mot d'accueil. Merci beaucoup, Caroline. Beaucoup de choses ont été dites, donc je vais éviter toute forme de redondance, mais je voulais évidemment vous saluer tous. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau Midi de l'ARES consacré à la présentation, comme tu viens de le dire, des travaux des lauréats de la 3e édition du prix Philippe Mestat pour l'enseignement supérieur. Alors, pour rappel, les Midis de l'ARES sont des rendez-vous occasionnels qui se présentent sous la forme de conférences-débats à l'heure du déjeuner, plus ou moins. On correspond donc au principe aujourd'hui. Et donc, c'est un focus sur une thématique propre à l'enseignement supérieur, à son internationalisation, à la coopération académique, au développement, etc. Et donc, je pense que ce qui est intéressant ici, c'est l'échange et le fait qu'on puisse fêter 3 lauréates. L'objectif de ce prix, effectivement, lancé par Philippe Mestat, tu l'as rappelé, donc je ne vais plus le redire. Tous les domaines d'études et tous les types d'établissements sont évidemment éligibles à ce prix, pour autant que les recherches sont en lien avec l'enseignement, en particulier l'enseignement supérieur, et qu'elles proposent une analyse prospective ou innovante et qu'elles permettent d'envisager des développements futurs et des solutions nouvelles potentiellement bénéfiques à l'ensemble de la communauté française. Au terme de cette édition, la 3e, 3 travaux couvrant des thématiques variées ont été récompensés. Le prix BAC a été remis à Sophie Marcuzzi et à Lola Gretman de la Haute École de la Ville de Liège. Le prix Master a été décerné à Lise Brognaud de l'Université libre de Bruxelles et le prix Doctorat a été décerné à Dorian Jagers de l'Université de Liège. Les 3 lauréates sont avec nous. Vous avez donc eu l'occasion de découvrir la présentation de leurs travaux dans quelques minutes. Vous aurez donc un débat avec elles. Et donc, je voulais simplement dire que, au nom de l'ARES, je tiens évidemment à remercier l'ensemble des membres du jury, en particulier Françoise Tulkens, la présidente de ce jury pour les 3 premières éditions, qui, avec son professionnalisme, sa précision, son humour, a su évidemment animer remarquablement ce jury-ci. Nous souhaitons évidemment par ailleurs aussi de bons débuts à notre nouveau président, Sébastien Van Drogenbroek, qui prendra la parole à l'issue des débats et vous communiquerez aussi les modalités pratiques pour le lancement de la 4e édition. Voilà, je serai bref parce qu'on a un peu perdu de temps et je te redonne la parole, Caroline. Merci beaucoup, Laurent. Alors, en attendant, est-ce que Françoise Tulkens nous a rejoint? Alors, je ne la vois pas. Je ne pense pas, mais sinon je peux peut-être prendre le relais alors.
Alors, je ne sais pas qui C'est parle. Charline, c'est moi. Ok, et prendre le relais, c'est-à-dire t'exprimer au nom de François Sulken? Oui, je vais m'exprimer en son nom. Je regarde si elle n'arrive pas, mais je peux sans problème me prendre le relais à sa place sans D'accord, ben, souci. on t'écoute et puis ben, j'imagine qu'elle viendra quand même nous dire un petit mot tout à l'heure, on l'espère. On l'espère, tout à fait. Eh bien, du coup, au nom de Françoise Tulkens, bonjour à tous. Je suis Charline Coe, je travaille à l'ARES. Voilà, donc, comme le disait Laurent, ici, l'objectif du prix Philippe Mestat est bien de valoriser et de stimuler les travaux de recherche et de fin d'études. Alors, l'idée, c'était de rappeler qu'on a reçu cette année 34 candidatures qui ont été examinées par les membres du jury et que 25 ont été estimées recevables, qui étaient évidemment en lien avec la thématique de l'enseignement supérieur. Alors, cela s'est basé sur un certain nombre de critères, notamment le caractère novateur et prospectif des travaux, la rigueur méthodologique, la qualité d'analyse, la clarté des arguments et la possibilité de valorisation des résultats et des retombées possibles pour l'enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, tous ces travaux que nous avons reçus étaient d'une très grande qualité et je pense que les membres du jury pourront en attester. Et les 3 lauréates ont pu se voir remettre leur prix le 21 janvier dernier en présence de la ministre Valérie Glatini en très petit comité, de nouveau malheureusement au vu des circonstances sanitaires qu'on connaissait à ce moment-là. Alors je vais rapidement introduire les raisons qui ont poussé au choix des lauréates présentes aujourd'hui et qu'on remercie d'être là pour présenter leurs travaux. Donc d'abord pour le prix BAC, dénommé donc l'apport d'un site internet de référencement de ressources serait-il un outil pertinent pour améliorer la pratique professionnelle des futurs enseignants de philosophie et de citoyenneté de la Haute École de la Ville de Liège. Donc c'est Sophie Marcousy et Lola Gretman qui ont coécrit ce travail à L2 avec l'idée de proposer en fait derrière ce travail un site internet qui est nommé Profilo, qui a pour but de proposer un portail collaboratif qui regroupe et qui référence un certain nombre de ressources et de littérature pertinente pour les futurs professeurs de citoyenneté, et on leur laissera en dire plus tantôt. Alors quelles sont les raisons de la sélection? Donc le jury a trouvé que c'était un travail très ambitieux et posé avec un regard critique qui porte sur la formation des enseignants pour le cours de citoyenneté qui a été récemment créé, et donc ce qui présente un caractère novateur non négligeable. C'est vraiment un sujet d'actualité et d'avenir. C'est écrit avec une méthodologie très rigoureuse et la grille d'observation proposée tout à fait adaptée et novatrice en ce sens. Voilà, il y a aussi une dimension d'inclusion sociale qui est très présente dans la démarche, et ça se permet de se projeter dans les modalités pédagogiques et numériques qui seront adoptées par le corps professionnel enseignant, ce qui est tout à fait prospectif en ce sens aussi. Donc pour le prix Master qui a été décerné à Alice Brognaud de l'ULB avec le titre Biais de genre dans l'évaluation de l'apprentissage, questions à choix multiples notées avec des points négatifs. Alors on la laissera aussi également s'exprimer, mais ici l'objectif était d'apporter des réponses quantitatives sur le biais du genre que les étudiants de première année de la faculté de Solvay de l'Université libre de Bruxelles pouvaient connaître dans leur évaluation à base de QCM à points négatifs. Alors ici le jury a trouvé qu'il s'agissait d'un travail qui abordait de nouveau un thème extrêmement actuel qui est le genre et plus spécifiquement l'équité dans l'enseignement. Donc ça a été vraiment vu comme un thème tout à fait pertinent pour nourrir des débats tant politiques que académiques. Donc un excellent travail scientifique qui peut être érigé en modèle au niveau de sa méthodologie selon le jury, donc extrêmement qualitatif. Alors ici l'auteur du travail part d'un principe de précaution et plus précisément d'un pressentiment trouble qui est porté sur les relations entre le système de choix multiples à points négatifs et les potentiels effets porteurs biais de genre. Et donc c'est vraiment avec beaucoup de pertinence et de mesure que l'auteur s'en est emparé. Donc voilà, donc c'est tout à fait novateur. Et voilà, la revue de littérature a été aussi effectuée avec brio et la méthodologie, comme je le disais, est extrêmement claire et richement employée. Donc c'est vraiment un travail qui est très précis, ce qui a été souligné par les membres du jury. Et finalement, pour le prix doctorat qui a été remis à Dorian Jagers,
qui a dénommé son travail «Les aspirations aux études et carrières à forte composante mathématique, quel levier motivationnel et pédagogique pour les filles et les garçons», une étude menée auprès d'élèves de 5e et de 6e année de l'enseignement secondaire en transition de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc ici, ce sont des données qui ont été collectées auprès de 1091 élèves de 5e année et de plus de 700 élèves de 6e année d'enseignement secondaire de transition, pour étudier comment est-ce qu'ils se forgent, comment est-ce que les filles et les garçons se forgent des aspirations aux études et aux carrières à forte composante mathématique. Alors ici, il s'agit bien entendu, le jury a relevé la grande importance pour l'enseignement et l'estime plus spécifiquement, de nouveau avec une analyse réalisée avec énormément de rigueur et de qualité, avec un impact sociétal de la thématique non négligeable et des résultats obtenus extrêmement intéressants. Alors ici, l'auteur s'est attardé à la différence de genre et s'est intéressé dans un débat de nouveau très actuel et incontournable qui est le genre. Elle présente par ailleurs des pistes d'action pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce qui est extrêmement intéressant pour le débat politique actuel également et pour nourrir des réflexions tout à fait actuelles. Alors les possibilités de vulgarisation sont également multiples et ce travail, ils ont estimé que ce travail s'est inséré aussi dans un momentum qui est constitué par la mise en œuvre de la réforme qui a été lancée par le Pacte d'excellence, donc ce qui renforce d'autant plus encore son actualité. Donc voilà, j'ai essayé de faire un petit peu le point sur les retours extrêmement positifs évidemment des membres du jury sur ces 3 travaux. Et je repasse du coup la main et je remercie encore les lauréates présentes aujourd'hui. Merci beaucoup, Charline. Merci. Alors, effectivement, on va entrer dans le vif du sujet avec la présentation de ces 3 travaux. Et le premier, pour le prix BAC, c'est donc, comme tu l'as dit, Sophie Marcuzzi et Lola Gretman qui en sont lauréates. Elles sont issues de la Haute École de la Ville de Liège-Jonfosse et le titre de leur travail, c'est l'apport d'un site internet de référencement de ressources. Serait-il un outil pertinent pour améliorer la pratique professionnelle des enseignants et futurs enseignants de philosophie et citoyenneté? Alors Lola n'a pas souhaité s'exprimer aujourd'hui, mais Sophie Marcuzzi est accompagnée par Madame Véronique Dortu, qui est docteure en philosophie, enseignante dans cette haute école de la ville de Liège et qui est membre du projet ProPhilo qui a vu le jour suite au projet évoqué dans le travail. C'est une belle aventure. Sophie, Madame Dortu, si vous êtes prête, c'est à vous. Moi, je m'efface. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Sophie Marcuzzi et je suis une jeune enseignante de philosophie et citoyenneté pour l'enseignement primaire de la ville de Liège. Et j'ai eu le bonheur, en janvier dernier, d'être sélectionnée en tant qu'une des 2 lauréates du prix Philippe Mesdat pour l'enseignement de demain 2020-2021 pour la catégorie bachelier. Alors, ce prix a récompensé notre travail de fin d'études réalisé à 4 mains avec mademoiselle Lola Gretman, qui est enseignante de français et de philosophie et citoyenneté pour l'enseignement secondaire inférieur et qui n'a malheureusement pas pu être présente parmi nous aujourd'hui, et qui s'intitule « L'apport d'un site internet de référencement de ressources serait-il un outil pertinent pour améliorer la pratique professionnelle des futurs enseignants de philosophie et citoyenneté ?» Alors, j'essaye déjà d'arriver sur ma première page. Ah, parfait, merci beaucoup. Alors, comme son nom l'indique, ce travail de fin d'études a débouché sur la construction d'un portail internet de référencement de ressources qui a pour objectif premier de permettre aux jeunes enseignants de philosophie et citoyenneté d'obtenir un lieu numérique dans lequel un florilège de ressources en la matière leur serait proposé sur base d'une sélection de ces dernières par un comité éditorial constitué d'experts, c'est-à-dire validé par des pairs, enseignants et docteurs en philosophie. Et ce site, actuellement en cours de construction par un comité de travail constitué essentiellement d'enseignants en la matière, s'appelle ProPhilo. Alors, Madame Véronique Dortu, docteure en philosophie, maître assistante de philosophie à la Haute École de la Ville de Liège-Jonfosse et membre du projet ProPhilo, m'accompagne afin de vous exposer l'aspect formation des futurs enseignants de philosophie et citoyenneté et ses enjeux actuels. Et nous sommes ravis d'avoir la possibilité de vous présenter les raisons de l'initiation d'un tel projet et les objectifs de notre travail. Alors, on peut passer, je n'arrive pas... Ah voilà, mille merci. Alors, le plan de la courte conférence d'aujourd'hui, donc Madame Dortu prendra la parole pour vous parler de la formation des futurs enseignants. On introduira, on rappellera les objectifs du cours de philosophie, les enjeux du lancement de ce cours en 2016 et pourquoi nous avons voulu travailler dans ce domaine et initier notre projet. L'état des lieux de ce qui existe fera suite après
l'état des lieux de ce qui existe en tant que site de didactique en la philosophie et citoyenneté et des attentes des enseignants de philosophie et citoyenneté. Nous allons présenter aussi les enquêtes de faisabilité et de satisfaction que nous avions fait lors de l'année scolaire précédente afin de créer notre projet. Nous présenterons aussi la seconde phase de développement du projet dans laquelle nous nous ancrons maintenant, c'est-à-dire l'affinage du site que nous sommes en train de construire. Nous découvrirons le site, nous rappellerons les enjeux premiers de notre projet qui était vraiment une recherche avancée, affinée, ciblée et pertinente des ressources qui sont sélectionnées par un système de peer reviewing chez nous. Nous présenterons les forces de notre projet, les futures évolutions de ce dernier et le fait que pour nous, cet outil est un outil citoyen et engagé. Alors, on peut passer à la dia suivante. Je n'arrive toujours pas. Ah, merci. Donc voilà, je laisse la parole à Madame Dortu qui va nous présenter l'importance d'une formation rigoureuse et qualitative des futurs enseignants de philosophie et citoyenneté et les enjeux actuels qui en découlent. Voilà, je vous rassure tout de suite, je ne vais surtout pas monopoliser la parole parce que le projet, elle appartient à mes étudiantes, mais comme elle insistait pour que je sois là et que, voilà, que je l'encadre un petit peu, ben, je le fais volontiers et notamment mais pour la remercier de ce travail très intéressant qui a été fait. Alors, simplement et très très rapidement, le projet a été lancé donc avec Sophie notamment parce que au fur et à mesure du temps, moi j'avais constaté quand même une lacune au niveau du contenu de la culture philosophique des étudiants, futurs enseignants de philosophie. Alors, quand je me permets de parler de lacunes, c'est simplement aussi d'établir un constat que au niveau de la formation universitaire pour les futurs enseignants en philosophie, ben, ils bénéficient de plusieurs années de formation avec un contenu strictement philosophique, tandis qu'en master, voilà, professionnalisant comme nous sommes, ben, il y a évidemment très peu d'heures, très peu de cours qui sont vraiment octroyés pour la formation philosophique. Donc du coup, il nous fallait trouver en fait je vais pas dire des palliatifs, mais en tout cas des outils pour essayer de construire assez rapidement cette culture philosophique. Et le travail de Sophie et de Lola fait partie de ces outils. Donc notamment leur site de référencement est un outil pour permettre la construction donc d'une culture philosophique. Et donc il y a eu vraiment une espèce de projet qui s'est fabriqué conjointement et progressivement, où notamment Sophie a pu venir présenter lors des rencontres philosophiques à l'Université de Liège l'an passé, sous l'égide de l'UNESCO. Elle était venue présenter donc aussi son projet de création d'un site. Et donc, voilà, c'est comme ça que voilà, je les ai invités à travailler et à approfondir donc ce questionnement et de venir nourrir en fait éventuellement la formation des futurs enseignants. Voilà, je pense donc que ce travail, vraiment, je l'ai envisagé et je l'ai soutenu déjà dans le simple projet, la simple idée de dire que c'était vraiment un travail qui venait en aide aux futurs enseignants. Et en tant que tel aussi, ben, je le trouve véritablement propre à un outil citoyen. Voilà, Sophie, c'est tout ce que je tenais à dire pour t'aider, pour te lancer. Mais maintenant, la parole est entièrement à toi. Et si tu le permets, je garderai le silence. J'ai eu tellement de mal à me connecter. Voilà, la parole est à toi. On t'écoute volontiers. Merci beaucoup. Alors, on peut passer à la dia suivante pour introduire notre propos. C'est toi qui as entièrement le contrôle. Hein. Voilà. Alors, ah voilà, impec. Et ça prend longtemps peut-être à changer, ça, mais voilà. Ah voilà. Donc, tout d'abord, ancrons-nous dans le sujet en rappelant que le contexte actuel de ce cours de philosophie et citoyenneté, donc ce cours de CPC ou encore de PC, est un cours récent puisqu'il est devenu obligatoire dans l'enseignement primaire depuis la rentrée 2016-2017 et dans l'enseignement secondaire depuis la rentrée 2017-2018. Chaque semaine, une heure obligatoire de philosophie et citoyenneté est dispensée à tous les élèves au même titre que le français ou les mathématiques, et le choix de la deuxième heure hebdomadaire est laissé à l'appréciation des parents d'élèves. Ils ont alors la possibilité de choisir soit une deuxième heure de philosophie et citoyenneté, soit une heure des cours actuels de religion ou morale non confessionnelle. Alors, voilà. Alors, quels sont les enjeux de ce cours de philosophie et citoyenneté? Finalement, il est urgent de permettre aux enfants de philosopher,
Il est important de pratiquer la philosophie avec les enfants pour leur développement personnel, par exemple. Dès lors, l'instauration d'un cours de CPC ou EPC représente une opportunité de créer un temps et un lieu pour former les élèves à développer, par exemple, une compréhension des courants philosophiques et religieux, une approche philosophique des enjeux et pratiques de la citoyenneté, et surtout à les accompagner dans leur développement d'un esprit critique construit. Alors, le point de départ du projet. Suite à des discussions avec des enseignants de philosophie et citoyenneté et en regard de nos expériences de stage, nous avons pu identifier quelques problématiques rencontrées par les enseignants, telles qu'une une réelle difficulté de se procurer des ressources utiles pour la création de séquences de CPC, dispersées sur différents supports web et généralement mal référencés, une perte de repères par rapport aux prescrits et à une mauvaise compréhension des socles de compétences et programmes, un manque de l'aspect collaboratif des réseaux sociaux sur les sites de didactique en philosophie et citoyenneté, et d'autre part, certains enseignants étaient également désireux d'enrichir ou de renforcer leur littératie en la matière. À terme, nous espérons que ce beau projet pourrait apporter des impacts bénéfiques sur leur pratique enseignante, donc entre autres un gain de temps, mais aussi une clarification de la masse d'informations, un enrichissement de leur littératie, de leur séquence de leçons, une possibilité de retour sur les ressources proposées, un filet de sécurité grâce au kit de survie qui pourrait offrir une base solide pour offrir des séquences de leçons pertinentes, un sentiment d'appartenance à une communauté de soutien et de travail, un partage d'expertise des pairs, ça nous tenait vraiment en cœur, et l'acquisition des repères. Alors concrètement, nous voulions créer un site internet qui développerait les points suivants. Donc un portail collaboratif référençant de manière précise un grand nombre de ressources pédagogiques et d'articles didactiques, avec un regroupement de ces ressources sous différentes catégories pratiques, l'intégration d'un module de recherche avancé interne au site, un système de commentaires des ressources sélectionnées, la possibilité de soumission d'articles par les utilisateurs du site avec un peer review par un comité éditorial et constitué d'enseignants et de docteurs en philosophie, un forum qui valoriserait l'émergence d'une collaboration entre enseignants et la rédaction régulière de bulletins d'information destinés aux utilisateurs inscrits du site, les informant des derniers articles publiés et des événements à venir, tels que les sorties littéraires et des formations continues, des conférences, etc. Alors, avant de nous lancer dans ce beau projet, nous avons effectué un état des lieux de ce qui existait déjà sur le marché et notre concept n'était pas encore créé l'année passée. Nous avions questionné un nombre conséquent d'enseignants en la matière afin de la questionner sur leurs différentes difficultés à obtenir des ressources pertinentes et sur leurs attentes précises dans le cadre d'un tel projet. Et nous percevrons ces attentes dans quelques instants. Alors, en attendant, il est important de prendre également en compte le fait que les technologies de l'information et de la communication, aussi appelées TIS, pour l'enseignement, ont changé les pratiques des enseignants. Ces TIS sont de deux types, les TIS formels qui regroupent alors les sites de didactique et les TIS informels qui représentent les groupes d'échange. Les difficultés des enseignants par rapport aux TIS résident dans le fait de trouver des ressources référencées, d'effectuer des recherches ciblées sur Internet et de partager efficacement des ressources pour les retrouver plus aisément par la suite. Alors, dans un premier temps, alors c'est juste la dia avant, je suis allée trop vite, je pense. Voilà. Donc, dans un premier temps, il nous a semblé pertinent d'analyser les sites de didactique de philosophie citoyenneté. Nous en avons observé les forces et les faiblesses. Ces observations nous ont permis de concevoir les grandes lignes directrices du projet. Et prenons par exemple le site Filias et Autobulle. Une de ses forces réside clairement dans cette démarche de corrélation entre les compétences du socle et les thématiques proposées. Et par contre, nous avions perçu une ergonomie du site peu fonctionnelle. En conclusion de cette analyse des sites et des groupes de partage, nous avons pu noter la difficulté à trouver des ressources de qualité et en nombre suffisant, même sur des sites spécialisés en didactique, la rareté des portails redirigeant les enseignants vers des sites et des ressources de référence, et de fait, nous avions également constaté que les sites commerciaux offrent des ressources limitées à leur propre production, ce qui est logique. Par exemple, les éditions Milan ne proposent que la collection Goûter Philo en la matière. Alors, nos recherches ont ainsi renforcé notre conviction sur la nécessité de créer un portail collaboratif
de référencement de ressources propres à la philosophie et citoyenneté, ce nouveau cours, rassemblant en un seul lieu un maximum de ressources et pistes didactiques pertinentes. Et alors, le deuxième grand aspect, c'était d'inclure cet aspect solidaire et collaboratif dont les professionnels sont fort demandeurs. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet en présentant nos démarches et les enquêtes en ligne, notamment que nous avions mises en place entre mars et mai 2021 et qui ont questionné plus de 50 professionnels de la philosophie et citoyenneté. Donc, notre démarche avait débuté par une étude de faisabilité du projet et d'intérêt du public cible. Ainsi, 50 enseignants de philosophie et citoyenneté âgés de 25 à 60 ans ont répondu à des questionnaires en ligne entre mars et mai 2021 et nous avons ainsi pu cibler au plus près leurs attentes en la matière d'outils numériques. Ces questionnaires ont été construits autour de 5 critères d'analyse: l'utilité du projet, leur fréquence de visite des sites de didactique en philosophie et citoyenneté, les points d'amélioration par rapport aux outils déjà existants, leur intérêt à retrouver un kit de survie et leur intérêt à apporter des valeurs collaboratives par des échanges de ressources, d'expériences et de conseils sur le futur site. En conclusion, l'analyse des données nous a clairement montré que les répondants souhaitaient disposer d'un nouveau lieu d'échange entre les professionnels, de ressources à parier directement aux compétences du socle, et ça, c'était vraiment, ça constitue un aspect novateur de notre projet, et de mettre en relation nos ressources sélectionnées avec le programme. Ils expriment le besoin d'informations clarifiées liées à la didactique et aux ressources propres à la didactique et à la citoyenneté, à la didactique de la philosophie et la citoyenneté, le besoin d'adaptation des ressources de notre site aux élèves de l'enseignement spécialisé. Donc, on parlait tout à l'heure d'inclusion, ce besoin-là a été clairement exprimé. Le besoin de supports visuels pédagogiques qui permettront d'exemplifier les méthodes philosophiques connues, comme la méthode Lippmann, la méthode Levin, la méthode Tozzi et d'autres méthodes philosophiques assez connues, et des fichiers basiques et remaniables tels que les kits de survie. Nous travaillons sur la mise en place d'un portail Internet qui tentera de se démarquer par sa structure claire, une logistique aboutie dans le classement des ressources intégrées ou simplement référencées, des référencements rigoureux de nombreuses ressources selon une exigence minutieuse, mots-clés pertinents attribués à chacune des ressources, et son service de recherche avancé à l'instar des catalogues collectifs propres aux bibliothèques. Ça, c'était vraiment une envie première de notre projet. Alors, suite à la mise en ligne temporaire de la version bêta du site, un deuxième questionnaire en ligne fut envoyé à ce même échantillon d'enseignants afin de recueillir leur degré de satisfaction du portail alors construit. Et cela nous a permis de mettre en lumière les éléments déjà appréciés par les enseignants, tels que le rassemblement et le référencement de ressources. On était content puisque c'était ça le but. L'élégance et la simplicité du site et les outils de communication interne au site, tels que le forum, les commentaires des ressources, la mention j'aime, etc. Le projet a tellement plu qu'à notre grande surprise, plus de 65% des répondants ont clairement émis le désir de faire partie du projet Profilo, autant en ce qui concerne l'aspect rédactionnel du site que sa gestion. Alors maintenant, nous allons expliquer que le projet est en seconde phase de développement. Donc nous avons nous avions montré notre version bêta, la version bêta du projet, aux 50 enseignants, et maintenant nous sommes en train d'affiner notre site. Donc, en résumé, au niveau de la méthodologie, nous avons mis en place dans les réalisations de ce projet de taille, nous avions étudié si le projet était viable en mettant en lumière les différentes problématiques, des pistes de solutions, et nous avons réfléchi aux impacts espérés de notre site pour les enseignants et nous avons profilé le projet. Nous avons également réalisé une étude de marché, comme nous venons de le dire, pour savoir si ce type de projet existait déjà, mais également afin de déterminer si ce dernier était réalisable. Et nous avions ensuite mis en ligne un questionnaire destiné à des enseignants de philosophie et citoyenneté afin de cibler précisément leurs besoins et attentes par rapport à ce que notre projet numérique pourrait leur apporter et dans leur pratique enseignante. Nous avons également réfléchi aux plus-values du site. Et maintenant, nous sommes actuellement dans une seconde phase
Nous avons fait notamment la promotion du site. Et voilà, en ce qui concerne maintenant, nous sommes maintenant dans la deuxième phase du projet et nous affinons ce projet petit à petit et la mise en ligne sera prévue pour les mois prochains. Donc maintenant, je ne sais pas s'il y a possibilité de partager l'écran ou alors on peut le faire après. Limite, on peut le faire après pour découvrir le site. On peut déjà partager ici. La suivante. Donc ça, je peux déjà montrer, c'est une capture d'écran de notre version bêta du site qui est en remaniement. Donc voilà, la page d'accueil de la version de la version bêta de notre portail. Nous voulions un site fonctionnel, épuré et clair afin de faciliter un maximum l'accès des utilisateurs inscrits dans les ressources sélectionnées. C'est pour cette raison que nous avons choisi de mettre directement sur la page d'accueil les 4 grandes sections du portail, c'est-à-dire la section nommée enseignement maternel, la section enseignement primaire et celle nommée enseignement secondaire, et enfin celle réservée aux enseignants. Un bandeau d'onglets repropose au navigateur l'accès à ces différentes sections et à leurs différentes sous-sections internes à tout moment. Dans le coin supérieur droit, vous pouvez voir que se trouve une barre de recherche interne qui permettra aux enseignants d'accéder à une sélection de ressources pertinentes en fonction de leurs différentes attentes. Nous travaillons actuellement sur cette section afin de permettre aux professionnels de cibler un maximum leurs attentes et en leur permettant de cibler des critères tels que le type de ressources, les mots-clés associés aux ressources, les mots internes au titre de la ressource, la maison d'édition, l'auteur, l'illustrateur, l'année de parution ou de production de la ressource, les compétences du socle liées à cette ressource et attribuées par le comité éditorial, etc. Alors, je propose que nous découvrions le site à la fin de cette séance. Ce sera plus facile pour moi de vous le présenter juste après en faisant un partage d'écran. Donc, voilà. Comme dit précédemment, différentes portes d'entrée permettront aux utilisateurs d'accéder à une sélection de ressources pertinentes en fonction de leur recherche ciblée. Ainsi, ils pourront opérer une recherche des ressources, par exemple via un nom d'auteur, via un titre, mais également, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me répète, par des mots-clés, le type de ressources, par la maison d'édition, la collection, le plan du site, etc. Donc le but étant de permettre à l'utilisateur d'accéder un maximum à cette sélection le plus aisément possible. Ah bah voilà notamment une présentation du site ici qui, je vous le présenterai tout à l'heure, ce sera plus facile puisque la vidéo est un peu longue et nous n'avons pas le temps de la visionner entièrement. Donc voilà. Alors, les forces du projet. Jusqu'à présent, nous sommes les seuls auteurs du prototype de notre projet de recherche. Nous avons veillé à instaurer un certain seuil de rigueur lors de la sélection des ressources pertinentes et originales mises en lumière. Ces sélections sont toujours validées par les pairs et constituent la grande majorité du comité éditorial. Alors, contexte de création. Profilo est un site de didactique en philosophie et citoyenneté, créé sans aucune source de financement. Il se veut indépendant, neutre, gratuit, ouvert à tous et dépourvu d'une quelconque forme de publicité. Jusqu'ici, nous nous sommes forcés d'actualiser régulièrement le contenu du site avec des articles publiés de manière hebdomadaire et nous prévoyons de continuer à l'alimenter le plus fréquemment possible. De plus, nous mettons un point d'honneur à actualiser les liens qui redirigent les utilisateurs vers d'autres sites de didactique de référence et vers des ressources externes pertinentes. En ce qui concerne son accessibilité, notre site a été créé sur la plateforme Wix. À l'avenir, nous souhaitons migrer le contenu de ce dernier vers un site pouvant contenir plus d'informations. Donc, c'est notamment ce qui fait que nous sommes en seconde phase de construction du projet. Nous veillerons cependant à proposer un service d'accessibilité du site qui se veuille le plus simple et efficace possible, c'est-à-dire que le site puisse être trouvable assez rapidement sur différents navigateurs Internet, les plus fréquemment usités et lus dans des formats divers, autant dans les formats d'écran d'ordinateur que ceux propres aux téléphones portables et aux tablettes. Alors, il nous est apparu d'emblée crucial de faciliter l'orientation des visiteurs du site à partir de la page d'accueil que nous avions voulu la plus claire et concise possible.
l'entièreté du site est disponible via quelques boutons. C'est dans cette même optique d'ailleurs que nous avions notamment créé une page plan du site qui reprend de manière schématique l'entièreté du contenu disponible et qui permet aux visiteurs de ne pas se perdre. Alors, en ce qui concerne la navigation, de nombreux liens, une barre de recherche Internet au site et un système de mots-clés cliquables sont les moyens employés pour accéder aux ressources désirées en moins de 3 clics. C'était vraiment important pour nous de faciliter cet accès aux ressources et notamment de faire gagner du temps aux utilisateurs. En ce qui concerne la structure du site, elle a fait l'objet d'une réflexion préalable à sa réalisation. En effet, dans la même idée, nous voulions une structure simple et logique afin que les visiteurs ne se perdent pas dans des méandres mal conçus. Et le choix du design épuré et sobre respecte le même mot d'ordre, la simplicité et l'efficacité. Alors, nous avons veillé à l'exactitude et l'exhaustivité du contenu, à la qualité de la langue, à la citation des ressources, au référencement de ces dernières selon des normes européennes en la matière, à la structure de l'information et à la vérification régulière des liens proposés. En ce qui concerne les types de formats et contenus, un des principaux objectifs concernant les ressources a été de proposer un large panel de types de formats de ces dernières. Nous voulions éviter de proposer uniquement des textes et des livres de philosophie et citoyenneté. Dès lors, il nous a semblé intéressant de proposer également des vidéos, des films, des sites internet de didactique ou de maisons d'édition et même des jeux afin de pouvoir potentiellement toucher, motiver et captiver les élèves. Nous avons choisi d'aborder à la fois les thématiques bien connues au cours de philosophie et citoyenneté, comme l'amour, la liberté et l'engagement, ainsi que les thématiques moins abordées, notamment dans des ressources moins disponibles sur les autres sites. En effet, un des points mis en exergue par notre questionnaire initial afin de déterminer l'intérêt de notre projet a été la faible représentation de certaines thématiques abordées dans les contenus disponibles en ligne. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Madame Dortu pour vous expliquer en quelques mots l'intérêt de la mise en place de kits de survie, un des outils phares de notre portail pédagogique, qui sont destinés aux futurs enseignants de philosophie et citoyenneté et qui vont permettre de créer la structure d'une leçon thématique et de ne disposer non pas seulement d'une seule notion philosophique, mais également de notions satellites qui gravitent autour de celle-ci et qui peuvent bénéficier d'une présentation commune. Ces kits de survie sont utilisables à tous les niveaux d'enseignement et vont permettre une formation spiralaire cohérente entre les différents niveaux d'apprentissage de la philosophie. Et vous verrez que ces kits de survie représentent clairement l'une des idées phares de notre projet, l'entraide et la collaboration active entre enseignants. Donc voilà, je vais laisser la parole à Madame Dortu. Écoute, merci. me permets- Merci Sophie. Vous m'entendez? Oui, Madame Dortu, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, oui. Oui, très bien. On va juste essayer d'être très synthétique parce que comme il y a encore les questions. Oui, ne vous inquiétez pas. Ça va, super. Vous allez voir que voilà, vous allez voir que par rapport à ma réponse, en fait, Sophie insistait beaucoup pour que je présente cet aspect-là. Mais de nouveau, je vais me retrancher en fait derrière sa simple présentation, ne pas entrer dans les détails et on se rendra compte éventuellement pour les participants si à un moment donné ils souhaitent aller visiter le site. Voilà, il y aura la présentation. Effectivement, ça fait partie du contenu méthodologique qui se fait dans un cours et je ne pense pas que l'intérêt soit vraiment tout à fait évident dans cette présentation aussi. Je dirais juste encore un mot, mais tout à la fin, sur l'idée de la pérennité et comment donner vie au site. Et c'est tout ce que j'ajouterai. Alors, je vous laisse exprimer un petit mot parce qu'après, on doit passer aux questions-réponses et aux autres bien sûr. présentations. Donc, voilà. Mais tu peux terminer, hein, Sophie. Mais en fait, je vais passer directement oui, termine, hein. au fait que notre projet, pour nous semble un projet engagé, un projet citoyen engagé. Je vais juste dire un petit mot là-dessus. Ça, c'est vraiment important. On a vraiment envie d'assister là-dessus. Et puis, je repasserai la parole à Madame Dortu et on répondra aux questions alors. Mais Sophie, tu sais, franchement, tu peux vraiment terminer sur ce point-là. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus intéressant et vraiment le projet, tu l'as très bien présenté. Ça va. Donc, pour nous, notre projet qui s'appelle Profilo, c'est réellement un outil citoyen parce qu'il en fait la promotion d'un contenu philosophique permettant l'acquisition de compétences solides en libre examen. Et ça constitue pour nous un acte citoyen. Ces compétences vont permettre notamment d'écouter, de prendre conscience de la pluralité des opinions, de répondre, d'argumenter et de questionner le monde. Rappelons que la participation citoyenne s'articule en 2 phases. La première phase est la compréhension critique du contexte et des informations de la vie politique au sens large, réflexion et propositions raisonnées. Et la seconde phase est la contribution pratique et informée aux actions politiques et citoyennes. La première phase est sur laquelle
le cours de philosophie et citoyenneté est situé. En effet, ce cours se propose d'agir en mettant en place des outils qui permettent aux apprenants d'acquérir des compétences de raisonnement et de réflexion critique. Ça nous semblait vraiment très important d'insister sur ce point-là et de conclure par là parce que ça donne de l'espoir pour l'avenir. Et en conclusion, donc, notre site constitue un outil citoyen renforçant l'apprentissage de la participation citoyenne. Et alors, pourquoi est-ce que nous, on considère que notre outil est également un outil engagé? Parce que la compétence de libre examen prépare les élèves aux défis futurs d'une vie citoyenne éveillée. Et donc, il est urgent de développer cette compétence très tôt afin qu'ils puissent analyser et se positionner dans le monde qui les entoure. Une partie des élèves n'est pas ou peu éduquée à la citoyenneté dans leur cadre familial ou lors d'apprentissage d'une vision biaisée du monde. Et donc, 1 heure de philosophie et citoyenneté obligatoire n'est donc pas suffisante selon nous. D'ailleurs, notre travail de fin d'études constitue une dynamique de développement et de promotion du cours de philosophie et citoyenneté, ainsi qu'un outil de promotion et de promotion de l'augmentation du nombre d'heures de ce cours obligatoire du cours de philosophie et citoyenneté. Et il n'est pas sans dire que nous sommes ravis d'avoir appris depuis lors que l'on convergeait vers cette 2e heure de philosophie et citoyenneté obligatoire qui arrivera peut-être dans une rentrée ou 2, mais voilà. Et voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Sophie. Merci à vous, Madame Dortu. Alors, on va à présent passer aux questions-réponses. Donc, c'est dans le Q&R que vous pouvez formuler vos questions pour Sophie. Alors, tu le disais, hein, c'est un site participatif et c'est ça qui est formidable que chacun peut alimenter. Alors, si je t'ai bien comprise, on ne peut pas l'alimenter n'importe comment. Il y a un comité éditorial qui est mis en place pour valider ou non les contenus qui sont proposés. C'est qui ce comité éditorial? Ben donc là, pour l'instant, on est en train de créer la base de notre comité. Ce serait des docteurs en philosophie comme Madame Dortu et des enseignants qui sont dans la pratique journalière de cette matière et qui mettraient en lumière leur expertise et aideraient, en fin de compte, les plus jeunes enseignants comme moi qui viennent de sortir de l'école normale et qui sommes demandeurs, en fait, de conseils et des aspects pratiques de cette matière, en fait. Oui, c'est ça. Et il y aurait un comité par niveau ou comment ça fonctionne? Parce qu'on imagine bien que les demandes pour l'enseignement maternel et pour l'enseignement secondaire sont complètement différentes. Exactement, voilà. Il y aurait un comité par niveau et pour l'instant, la philosophie citoyenneté n'est pas mise au programme dans l'enseignement maternel. Enfin, je ne pense pas. Mais nous, on trouve que c'est important de déjà débuter cet apprentissage dès le plus jeune âge. Et donc, voilà, le fait de mettre déjà en lumière une sélection d'outils pertinents pour l'enseignement maternel, c'était important pour nous. Et on espère que dans les années à venir, ça sera obligatoire dans le programme maternel et qu'on pourra vraiment mettre la part belle aussi sur cet apprentissage. Oui. Alors, tu le disais, hein, donc n'hésitez pas à poser vos questions à Sophie. Hein, c'est maintenant, parce qu'après, voilà, sinon, on passera à la présentation du travail suivant. Tu évoquais le fait que le site est alimenté en permanence. Tu dis on alimente. Aujourd'hui, qui travaille sur le projet et qui alimente ce site? Alors, pour l'instant, on a une équipe de 10 enseignants qui travaillent dessus. Là, pour l'instant, il a été retiré d'Internet parce qu'on est en train de remanier les différentes sections du site et de le faire migrer sur une plateforme qui pourrait contenir plus d'informations. Mais en fait, dans la planification du projet, nous espérons être une vingtaine d'enseignants sur la ville de Liège, sur la province de Liège, à travailler sur ce projet. Et nous l'espérons peut-être pouvoir le développer dans les années futures et pourquoi pas avoir un partenariat avec de grandes maisons d'édition, avec Phileas Sottebul ou même, nous espérons, la FWB, ça serait vraiment chouette. Mais donc voilà, là, l'idée première était que avec Lola Gretman, c'est que nous sommes des étudiantes sans expertise en la matière. Nous avons reçu notre formation à la haute école, mais nous n'avons pas de background et d'expertise et nous ne sommes pas docteurs en philosophie. Et s'entourer des personnes qui sont expertes dans cette matière-là et apporter l'aspect un peu plus scientifique du peer reviewing, ça nous semblait important. Et c'est quelque chose qui n'a pas été fait en philosophie. Et ça nous semblait important de créer ce projet. Voilà. Tu parlais d'une mise en ligne dans les prochains mois. Vous avez un objectif, une date de lancement? Pour l'instant, on aimerait bien le lancer en 2024. Donc voilà, 2023-2024. Donc voilà. D'accord. Et j'imagine que c'est un site dont vous ferez la promotion dans toute la
Opération Wallonie-Bruxelles. Vous Oui, avez déjà une exactement. idée de la façon dont vous allez faire connaître auprès des enseignants? Là, pour l'instant, on essaye déjà de faire participer un grand nombre d'étudiants de la Haute École de la Ville de Liège dans ce projet-là, puisque finalement, ça sera un outil qui sera utile pour eux aussi plus tard. Un grand nombre d'enseignants de la province. Et oui, exactement. Après, on compte faire de la promotion via des conférences. Comme l'avait dit Madame Dortu, il y a de Je nombreuses peux, possibilités. Nous avions eu l'occasion, par exemple. je peux t'interrompre 2 Oui, secondes, voilà. Sophie, s'il te plaît. Euh, voilà, enfin, moi, je me permets d'intervenir dans la mesure où voilà, on a d'abord envisagé de fonctionner, on va dire, petit, avec essentiellement donc, des étudiants du département des sciences de l'éducation, hein, de la haute école, tant au primaire qu'au préscolaire, que aussi pour le régiondat. Et les collègues, les différents futurs enseignants qui sont formés chez nous, mais on espère aussi, on table sur la formation des enseignants au niveau d'abord diffusion, on va dire, locale, et ensuite on compte aussi sur l'aide, comme Sophie l'a dit, certainement d'une promotion via Phileas et Autobulle, mais aussi Entrevue, qui est la revue de didactique de la philosophie et citoyenneté. Voilà, ça c'était pour la petite précision. Ok, super, magnifique, merci beaucoup. Et alors, on a déjà une idée du nom du site quand on pourra aller le voir? Donc, Profilo, mais ce sera quoi? Pro-philo.be ou quelle sera l'adresse exacte? Là, on n'a pas encore vraiment d'idée. On pensait, Ok. Profilo, ça découlait vraiment de l'idée de mettre en relation donc l'aspect communicationnel des professionnels de la philosophie. On comptait l'ouvrir essentiellement aux enseignants et pourquoi pas peut-être l'ouvrir après aux étudiants eux-mêmes pour s'auto-former voilà, via différentes conférences qui seraient internes au site, etc. Donc voilà. Alors, on a une question qui est arrivée. Bonjour, merci pour la présentation très intéressante. Des collaborations ou synergies avec d'autres plateformes et réseaux tels qu'enseignons.be ou Annoncer la couleur sont-elles envisageables dans la continuité du projet? C'est vraiment ce que nous souhaitons. C'est de se mettre en relation avec ces deux organismes, notamment Annoncer la couleur. Et il y a une antenne satellite qui est ici à Liège et qui est super chouette et très bien faite. Et justement, ils sont vraiment experts dans la sélection de ressources et ça serait vraiment super chouette de pouvoir justement. Nous, notre idée, c'était pas juste un site, c'était vraiment un portail qui redirige les enseignants vers des sites de référence. Et donc, nous, notre but, c'est de rediriger les enseignants vers ce type de site de très haute qualité. Donc, oui, c'est vraiment notre but. Magnifique. Eh bien, merci beaucoup, Sophie. Bravo à toi, bravo à Lola et merci à vous, Madame Dortu, d'être intervenue aujourd'hui aussi. On va passer, si vous le voulez bien, au travail suivant pour le prix Master et c'est Alice Brognaud de l'ULB qui va nous rejoindre. Alice, tu as été primée pour ton travail qui s'intitule Biais de genre dans l'évaluation de l'apprentissage, questions à choix multiples notées avec des points négatifs. Tout ça mérite bien quelques explications. On t'écoute et on se retrouve tout à l'heure pour le question-réponse. Bonjour, un grand merci à tous d'être présents aujourd'hui. Je suis ravie d'être parmi vous pour vous présenter les résultats de mon mémoire qui portait sur le biais de genre dans l'évaluation de l'apprentissage lorsque les étudiants sont évalués à l'aide de questions à choix multiples notées avec des points négatifs. C'est un mémoire que j'ai réalisé à l'issue de mon parcours universitaire à l'Université libre de Bruxelles et plus spécifiquement à l'issue de mes 2 années de master en ingénieur en gestion. Il a été dirigé par le professeur Philippe Ampli et co-dirigé par Madame Catherine Dehon, que je remercie encore bien chaleureusement pour leur aide. Alors, afin de vous communiquer les résultats de ce travail, eh bien, voici un peu le plan pour ces prochaines minutes. Tout d'abord, je vais mettre un peu de contexte autour de cette réalisation. Ensuite, je vous parlerai de la modélisation et de la présentation des données. Et enfin, on passera vraiment au cœur des résultats, donc avec la construction du modèle sur les examens d'abord individuels et ensuite la construction du modèle sur certaines combinaisons d'examens. Et enfin, il y aura une petite conclusion. Alors, tout d'abord, afin de commencer cette présentation, il est peut-être intéressant de redéfinir ce qu'est un QCM. Donc, un QCM, c'est une question à choix multiples qui est un moyen d'évaluation qui comporte au minimum 3 éléments.
Le premier, c'est évidemment une phrase, une question, qu'elle soit complète ou incomplète. Et alors, les deux suivants, c'est forcément au minimum la bonne réponse et au minimum un distracteur, donc une mauvaise réponse en quelque sorte. Et alors, ce mémoire, en fait, il est issu de deux constats principaux dans la littérature qui sont en fait en contradiction. Le premier, c'est que de manière générale et d'un point de vue académique, ce sont les étudiantes qui ont tendance à obtenir de meilleurs résultats que les étudiants. Pourtant, le deuxième constat dans la littérature, c'est que ce sont les étudiants qui performent mieux que les étudiantes lorsqu'ils sont évalués avec des QCM. Et donc, au vu de ces deux constats, eh bien, on a une certaine mise en doute de l'égalité de chacun face à ce type d'évaluation. Et d'ailleurs, il y a un postulat dans la littérature que cela pourrait être dû à certaines différences en termes de volonté d'abstention. Et alors, à titre d'exemple, eh bien, en 2017 et en 2020, ce sont les universités de Gand et Lucé-Louvain qui ont déjà décidé de supprimer les QCM à points négatifs de leurs moyens d'évaluation. Suite à ce contexte est née la question de recherche et notre but était vraiment de pouvoir déterminer s'il y avait des différences en termes de comportement par rapport à l'abstention entre les étudiants et les étudiantes lorsqu'ils sont évalués avec des QCM à points négatifs. Et pour ce faire, on disposait de 4 variables principales. Donc on avait tout d'abord ce qui est lié aux caractéristiques des étudiants, et donc plus particulièrement, on a utilisé la moyenne de PAE. Le PAE, c'est le programme annuel de l'étudiant. Et faire la moyenne de ce programme, c'est en fait faire la moyenne des cotes obtenues sur l'ensemble des cours auxquels l'étudiant a participé lors de sa première année à l'université. La deuxième variable principale, c'est le niveau de difficulté de la question qui a été gradé en 3 temps, donc facile, moyen et difficile. La troisième variable, c'est le type de question, donc est-ce que l'étudiant faisait face à un QCM ou alors à un vrai ou faux. Et enfin, on a pu aussi déterminer l'impact de la session d'examen durant laquelle l'étudiant réalisait en fait l'examen. Et alors, l'intérêt vraiment et le but de ce mémoire, c'était de, si on pouvait observer une différence entre les genres dans les données, alors on voulait vraiment pouvoir quantifier cela en termes de probabilité d'abstention dans un premier temps et en termes de perte moyenne de points attendus pour les étudiantes par rapport aux étudiants dans un second temps. Alors concernant la contribution potentielle de ce mémoire à la littérature, eh bien, nous estimons qu'il est novateur dans le sens où il y a une certaine concentration sur des étudiants qui sont universitaires, qu'il y a une combinaison de plusieurs facteurs explicatifs et alors également qu'on utilise la variable de la session d'examen qui est très importante pour avoir des résultats variés au cours des sessions de l'année académique. Ensuite, pour donner quelques brefs mots en termes de statistiques sans rentrer dans trop de détails, eh bien tout d'abord, vous le voyez ici en haut à gauche du slide, on fait face à une situation initiale dans laquelle l'étudiant doit donner une réponse ou décider de s'abstenir. Donc en fait, il fait face à 3 choix. Concrètement, soit il décide de répondre et la réponse qu'il donne est la bonne réponse, soit il donnera la mauvaise réponse, soit en fait il décide de ne pas répondre, il décide de s'abstenir. Et donc, comme on a 3 possibilités, eh bien, on est en fait dans un contexte multinomial, où on a la réponse correcte, incorrecte et l'abstention. Par contre, ce qu'il a été très important et capital de déterminer ici, c'est de voir si ce modèle multinomial était suffisant ou pas afin de modéliser l'interaction entre l'abstention et la réponse correcte et incorrecte. Et donc pour cela, on a fait des tests. C'est un test de l'hypothèse d'indépendance des alternatives non pertinentes, comme on l'appelle. Et donc celui-ci a été en fait rejeté, cette hypothèse a été rejetée, ce qui fait qu'on a dû passer à un modèle plus complexe, étant donné que la présence de l'abstention va avoir une certaine influence sur le fait que l'étudiant répond de manière correcte ou incorrecte. Et donc, le modèle qui prend bien en compte ces spécificités, c'est le modèle Nested Logic, construit en 2 niveaux. Le premier niveau de décision, c'est celui qui tient en compte de si l'étudiant va décider de s'abstenir ou va décider de répondre. Et ça a été modélisé grâce aux variables que vous pouvez voir en bas à gauche du slide. Donc, vous avez la moyenne de PAE, le genre, le niveau de difficulté, déterminé en 3 niveaux, comme je l'ai déjà dit. Cette variable, elle était assez complexe à créer, étant donné que le niveau de difficulté, c'est finalement quelque chose d'assez subjectif.
et on ne savait pas faire de questionnaire pour recenser les étudiants et pour voir comment ils avaient perçu la difficulté de cette question. Donc ce qu'on a fait, c'est partir du principe que si la proportion d'abstention était très élevée, alors la question était plus difficile. Et deuxièmement, on a aussi réalloué les abstentions en termes de bonnes et mauvaises réponses pour comprendre globalement si la question était plutôt facile, moyenne ou difficile. L'avant-dernière variable pour ce premier niveau de décision, c'est la perte relative de points. Donc là, c'est simplement le ratio d'une cotation pour une mauvaise réponse sur la cotation pour une bonne réponse. Et enfin, il y avait la variable janvier Q1 qui en fait tient en compte de si l'étudiant a présenté son examen lors de la session de janvier ou s'il l'a présenté lors d'une session ultérieure. Alors ensuite, si l'étudiant a décidé de répondre, alors on passe à un deuxième niveau de décision. Soit la réponse était correcte, soit la réponse était incorrecte. Et ici, malheureusement, c'est une des faiblesses du modèle. Nous ne disposions que d'une seule variable explicative qui est la cotation. Enfin, pour vous donner aussi un peu de matière autour des données, eh bien, il s'agissait de 11 examens de mathématiques. Les données ont été anonymisées, ont été fournies par Monsieur Davy Pindaven, que je remercie encore bien à cette occasion. C'est un cours très important, en fait, ce cours de mathématiques à Solvay, étant donné qu'il compte pour 10 crédits parmi les 60 crédits auxquels les étudiants doivent prendre part lors de leur première année à l'université. Et donc, vous pouvez voir sur la ligne du temps les 3 années académiques pour lesquelles nous avions certains examens. En 2019-2020, forcément, les examens ultérieurs n'ont pas été considérés, étant donné qu'ils ont été impactés par le Covid et pris en ligne, donc les circonstances n'étaient plus comparables. Mais sinon, nous avions donc chaque fois un examen en fait en janvier qui portait sur la matière de Q1. Ensuite, il y avait un examen en juin qui était une redite de la matière de Q1 pour ceux qui l'avaient raté en janvier. Ensuite, il y avait l'examen de juin qui portait sur la matière du deuxième quadrimestre. Et enfin, les 2 examens d'août qui étaient toutes les 2 des redites pour ceux qui avaient raté les examens précédents. Alors, outre le gros avantage d'avoir un nombre d'étudiants assez conséquent, comme vous pouvez le voir ici, l'avantage principal de ces données, c'est vraiment la structure parfaitement similaire d'un examen à l'autre, avec toujours une question ouverte de théorie, une question ouverte d'exercice, 7 QCM et 7 vrais ou faux. Pour les QCM, il y avait 4 propositions, pour les vrais ou faux, il y en avait 2, et les QCM étaient cotés de la manière suivante, ici en bas à droite, donc plus 4, 0, moins 1 pour une bonne réponse, abstention et mauvaise réponse. Et pour les vrais ou faux, c'était plus 2, 0, moins 1. Et donc le fait d'avoir une structure parfaitement similaire d'un examen à l'autre, ça nous a permis de construire le modèle sur l'ensemble des examens combinés, ce qui a vraiment pu donner des résultats assez complets. Alors passons à présent au cœur des résultats. Tout d'abord, ce modèle économétrique que je vous ai précédemment présenté a été appliqué sur les examens pris de manière individuelle. Et donc ici, dans ce tableau au centre du slide, vous avez en fait les 5 examens pour lesquels on a détecté que l'estimation du coefficient de la variable genre était significatif. Et donc, le fait qu'il y ait 5 examens parmi les 11 pour lesquels c'est significatif, c'est un premier résultat très important, étant donné que ça veut dire qu'une différence de genre n'est pas systématiquement détectée lorsqu'on utilise des QCM à points négatifs. En effet, il y avait 6 examens sur les 11 pour lesquels c'était le cas. Par contre, lorsque la variable genre est significative, l'estimation du coefficient était toujours positive, c'est-à-dire que les filles ont plus tendance à s'abstenir que les garçons. C'est un deuxième résultat très intéressant. Alors ensuite, ce qu'on a décidé de faire, c'est de se concentrer sur l'examen de janvier qui portait sur la matière du premier quadrimestre de l'année académique 2019-2020. Pour celui-là, la variable genre était significative, comme on l'a vu sur le slide précédent. Et donc ici, vous avez un graphique qui représente la probabilité d'abstention en fonction de la moyenne de PAE de l'étudiant. Vous avez P underscore A, donc ça veut bien dire la probabilité d'abstention, M pour un étudiant, F pour une fille, et alors les différentes couleurs pour les différents niveaux de difficulté de la question. Et donc, ce qu'on observe tout d'abord, c'est que quand on compare une ligne pointillée, donc la courbe pour les filles par rapport à une ligne complète, c'est-à-dire la courbe pour les garçons, pour une même couleur, eh bien, on observe que les étudiantes s'abstiennent, ont une probabilité d'abstention toujours plus élevée que les étudiants.
Deuxième constat important sur ce graphique, c'est que la probabilité d'abstention, c'est une fonction décroissante de la moyenne de PE, c'est-à-dire que des étudiants plus brillants auront moins tendance à s'abstenir, et c'est la confirmation d'une intuition à laquelle on s'attendait. Et alors enfin que les taux d'abstention sont plus élevés sur les questions les plus difficiles, mais ça à nouveau c'était attendu étant donné que la variable a été construite en tant que telle. Alors ensuite, ce qu'on a voulu étudier également, c'est la différence maintenant. Donc non plus seulement la probabilité d'abstention, mais bien faire la probabilité d'abstention pour une fille moins la probabilité d'abstention pour un garçon et d'observer un peu ses comportements. Eh bien ici, deux résultats très importants. Premièrement, c'est que la différence en termes de probabilité d'abstention entre garçons et filles, eh bien elle diminue avec la moyenne de PE. C'est-à-dire lorsque les étudiants sont plus brillants, les différences en termes de probabilité d'abstention sont réduites. Par contre, à l'inverse, tendance opposée, c'est que la différence entre ces probabilités d'abstention, elles augmentent avec la difficulté de la question. C'est-à-dire que pour un QCM, qui est plus difficile, eh bien, autant les filles que les garçons vont avoir tendance à s'abstenir plus, mais ce sera d'autant plus marqué pour les filles qui seront quelque part plus risque averses pour ces questions-là. Alors ensuite, ici, ce qu'on a voulu voir, c'est s'il y avait des différences selon le type de question. Donc comparer un peu l'effet d'un QCM par rapport à un vrai ou faux. Et donc, ce qu'on voit tout d'abord, c'est que autant les étudiants que les étudiantes s'abstiennent plus sur les QCM que les vrais ou faux. Donc, en quelque sorte, ils préfèrent répondre au vrai ou faux. Et alors, si on regarde la dernière ligne du tableau, autant pour les QCM que pour les vrais ou faux, on voit aussi que la différence de probabilité d'abstention entre les genres est légèrement plus élevée sur les QCM que sur les vrais ou faux. Et donc la conclusion à l'issue de l'analyse de cet examen individuel, c'est que ce sont les étudiantes finalement avec des basses moyennes de PAE qui sont évaluées avec des QCM difficiles à points négatifs qui sont les plus désavantagées et désavantagées dans le sens où elles ont les probabilités attendues d'abstention les plus élevées. Alors ici, il faut rester prudent parce que ce sont des résultats qui ont été obtenus sur un seul examen, mais comme je l'ai dit au début, il est également possible de combiner ces examens afin d'avoir des résultats plus complets. Et donc c'est ici l'objet, c'est ce qu'on a fait par la suite. Donc ici, vous avez le modèle le plus complet, étant donné que le modèle Nested Logit économétrique a été appliqué cette fois sur les 11 examens qui couvraient les 3 années académiques différentes. Et le gros avantage de combiner ces examens, ça a été surtout la présence d'une variable qui était celle de la période d'examen. Donc ici, vous pouvez voir le graphique de la probabilité d'abstention en fonction de la période d'examen. Vous avez toujours la variable janvier Q1 ici, qui veut dire que c'est un examen de janvier qui examinait les étudiants sur la matière du premier quadrimestre, comparé aux autres sessions d'examen, c'est-à-dire juin et août. Et donc un premier résultat important à nouveau et qui confirme la tendance générale, c'est que les filles qui sont représentées en bleu hachuré ici s'abstiennent toujours plus, peu importe la session d'examen, que les garçons qui sont représentés en bleu complet. Ça, c'est le premier résultat. Mais le deuxième résultat important que montre ce slide, c'est vraiment le fait que autant la probabilité d'abstention pour les filles que pour les garçons est réduite lorsqu'on passe d'un examen de la session de janvier à un examen d'une session ultérieure. Enfin, on a regardé aussi ces différences selon le type, donc selon le fait qu'on utilise un QCM ou alors qu'on utilise un vrai ou faux. Et ce qu'on voit à nouveau, c'est que la différence en termes de probabilité d'abstention entre une fille et un garçon sur un QCM, par exemple, mais c'est également le cas sur un vrai ou faux, eh bien, elle est nettement réduite lorsqu'on passe d'un examen qui appartient à la session de janvier à un examen qui appartient à une autre session. Et donc l'hypothèse qu'on a fait ici, en fait, c'est qu'il y aurait un certain processus d'apprentissage, étant donné que les étudiants et les étudiantes, après la première session, ont pu se rendre aux consultations d'examen, ont pu se rendre compte que certaines fois, elles avaient la bonne réponse et pourtant elles ont décidé de s'abstenir parce qu'elles n'étaient pas suffisamment sûres d'avoir la bonne réponse. Eh bien, il pourrait y avoir un certain processus qui renforcerait donc la confiance des étudiantes et qui mènerait à une certaine réduction de la différence entre étudiants et étudiantes au travers des sessions d'examen. Ce qu'on a fait dans un dernier temps, c'est vouloir
quantifier cette différence. Donc on a dû prendre des caractéristiques bien fixes, c'est pour ça qu'il faut rester prudent par rapport à ces hypothèses. Donc on a choisi un QCM facile avec une perte de points relative de 25% qui appartient à la session de janvier, et donc on a obtenu les espérances de points suivantes pour une étudiante et pour un étudiant. Et donc finalement, cela menait à une perte moyenne de 3% des points, étant donné que les étudiantes ont tendance à s'abstenir plus que les étudiants. Et ce résultat, il était très encourageant parce qu'il était aussi assez bien aligné avec le travail de Catherine Baldiga en 2014, qui obtenait 2%, mais elle sur des examens d'entrée à l'université. Alors, en conclusion, il faut garder en tête qu'un biais de genre n'est pas systématiquement détecté sur les examens analysés. Toutefois, il est souvent présent, comme on l'a vu. 3% de perte moyenne de points attendus dans le chef des étudiantes par rapport aux étudiants, ça peut paraître limité. Ça a surtout son importance pour les étudiantes qui sont à la limite entre une note de réussite et une note d'échec. Et donc là, c'est certains pourcents et cette hésitation à répondre, ça peut faire balancer et pencher la balance vers malheureusement une note d'échec, ce qui est vraiment le cœur de nos préoccupations. Il faut garder en tête qu'il y avait pas mal de limitations, qu'on avait des circonstances très précises, donc on était limité au cours de mathématiques donné à des étudiants de bac 1 à Solvay, qu'on s'est limité à l'analyse de QCM et de vrai ou faux, et comme on l'a dit, qu'on manquait de variables pour expliquer le deuxième niveau du modèle Nested Logit. Enfin, en termes de recommandations, eh bien, si on veut être le plus prudent possible, alors on recommande simplement de ne pas utiliser de QCM à points négatifs. Il y a aussi d'autres méthodes de codation qui sont possibles, telles que la correction rétrospective ou l'élimination des réponses incorrectes. Ou alors, si c'est impossible de ne pas utiliser de QCM à points négatifs, eh bien, on conseille de le mêler à d'autres types d'évaluations et surtout de ne pas faire un examen entier basé uniquement sur des QCM à points négatifs. Et alors en fait, enfin, on peut aussi envisager l'utilisation d'examens préparatoires ou des tests d'évaluation avec un format le plus similaire au test à l'examen réel qui va arriver pour essayer de renforcer cette confiance, parmi les étudiantes surtout et réduire les différences en termes de genre. Donc voilà, je suis arrivée à la fin de ma présentation. Je vous remercie pour votre attention et je suis, disposée à répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup Alice. Effectivement, posez vos questions à Alice via le QMR, donc n'hésitez pas, on a quelques minutes qui sont consacrées à ça. Alors tu le disais, tu as commencé ce travail à l'issue de ton parcours à l'ULB et en particulier de tes années de master que tu as faites à Solvay. Pourquoi avoir choisi d'étudier ce biais de genre? Parce que simplement c'est une problématique d'actualité. C'est un sujet qui m'a été proposé par ma codirectrice de mémoire, madame Dehon, et qui a vraiment suscité mon intérêt parce qu'il allie, 2 thématiques assez finalement qualitatives et quantitatives. Donc d'une part le biais de genre et d'autre part vraiment voir l'impact que l'utilisation de QCM à points négatifs pouvait avoir sur celui-ci. Et donc c'était vraiment l'intérêt pour l'utilisation de modèles statistiques derrière et surtout pour pouvoir détecter si quelque part l'intuition qu'on avait par rapport à ce potentiel biais de genre était vérifiée dans les données dont on disposait ou pas, et pouvoir apporter une certaine réponse pour ensuite pouvoir espérer aussi apporter des solutions. Oui, alors, tu disais que l'université de Gand et l'UC Louvain aussi ont déjà arrêté ces QCM à choix multiples. Est-ce que c'était pour une question de biais de genre? Est-ce que tu connais les motivations de ces universités à arrêter ce type d'examen? Oui, oui, tout à fait. C'était bien le cas, c'est à vérifier, mais en effet, c'était parce qu'il y avait certains biais potentiellement liés au fait que les QCM de base encouragent quelque part les étudiants à deviner, et donc le fait qu'il y ait une pénalisation, eh bien, étudiantes et étudiantes pourraient ne pas réagir de la même manière en fonction de leur aversion au risque. Et donc finalement, est-ce qu'on est sûr de bien mesurer la connaissance et non pas la prise de risque et l'audace des étudiants? Eh bien, c'était, ce qu'on a essayé de mesurer avec ces modèles. Ouais. Alors, ce travail, tu comptes en faire quoi en fait? Est-ce que justement, tu as envie de le faire circuler dans les universités, de le faire connaître? Est-ce qu'il y a des suites qui sont prévues? On est en train de travailler sur un article scientifique, donc on espère, le publier prochainement. Donc ça, c'est vraiment le but, en effet, parce que je pense qu'il est important de pouvoir, partager cette culture scientifique, pouvoir l'enrichir et surtout que chacun puisse
en prendre connaissance pour les professeurs qui utiliseraient encore des QCM à points négatifs à l'heure actuelle, car à titre d'exemple, le professeur de mathématiques qui avait utilisé, grâce auquel on avait obtenu les données, a à présent décidé d'arrêter d'utiliser des QCM à points négatifs suite à la réalisation de ce mémoire. Donc c'est bien pour démontrer en fait l'impact que ça peut avoir et la prise de conscience quelque part, parce que quand on utilise depuis des années un système d'évaluation, eh bien parfois on ne le remet peut-être pas en question, et donc voilà, c'était dans ce but-là. Oui, on sait que pour les professeurs, ça doit être quand même assez confortable hein, comme type d'examen, mais voilà, effectivement, il y a des biais à éviter. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions, Alice. Je vois qu'il y a une question qui arrive ici. Merci pour cette présentation. En termes d'échantillons, avez-vous analysé les résultats du même nombre d'étudiants que des étudiantes 50-50? Oui, tout à fait. Merci pour votre question. Alors non, les étudiants n'étaient pas représentés de manière exactement 50-50, vu qu'on faisait face à des examens tout à fait classiques. Et donc, généralement, ce qu'on avait, c'était une proportion d'étudiants un rien plus élevée. Donc typiquement, vu que c'est la faculté Solvay à l'ULB, eh bien, on avait plus ou moins 60 d'étudiants et 40 d'étudiantes, mais on prenait bien cela en compte, et donc la probabilité d'abstention était adaptée par rapport à ces proportions qui n'étaient pas égales d'étudiants et d'étudiantes. D'accord. Alors, une petite remarque. Voilà, la question de genre a été une des raisons parmi d'autres de la suppression des points négatifs à l'UC Louvain. En tout cas, les points négatifs ne permettaient pas d'éviter l'effet du hasard, alors que c'était pour cette raison qu'ils étaient mobilisés. Merci Alice pour la présentation et le travail. On nous pose une question ici. Avez-vous pensé à utiliser des degrés de certitude et des solutions générales implicites, une autre méthode pour empêcher les points négatifs? Les degrés de certitude et des solutions générales implicites. Alors, je ne suis pas spécialement familière avec ces termes, donc si vous pouviez juste développer un peu plus, cela m'aiderait. Monsieur Rigaud, s'il vous plaît. Voilà, n'hésitez pas à préciser. Alors, on revient sur la remarque pour Luce et Louvain d'Émilie Malcourant qui dit solution générale, toutes les réponses sont correctes. Non, ce n'est pas quelque chose qui a été utilisé. Ce qu'on a fait, c'est vraiment vouloir réallouer les abstentions en bonnes et en mauvaises réponses dans le cadre de la détermination du niveau de difficulté de la question. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait, mais par contre, voir les solutions générales implicites, ça n'a pas été réalisé dans le cadre de ce mémoire. D'accord, voilà. Émilie Malcourant nous dit j'alimentais le commentaire que vous veniez de citer, pardon. Ben voilà, on a complété. Alors, Monsieur Rigaud, si vous voulez compléter, en attendant, depuis lors, est-ce que tu as eu l'occasion d'analyser d'autres résultats d'examen de ce genre-là? Est-ce que pour l'article scientifique, tu vas voilà, travailler sur d'autres examens? Eh bien, on aimerait beaucoup. C'était dans le projet initial. Toutefois, il y a vraiment la difficulté. En fait, on s'est intéressé également aux examens de physique à l'ULB et aux examens de statistique. On aurait aimé, sauf que pour ces examens-là, la similarité des questions et du format n'était pas suffisamment grande que pour pouvoir les combiner. Ici, les examens de mathématiques, leur gros avantage, c'était que la structure était parfaitement similaire au sein des années académiques et au travers des sessions. Donc, on a pu vraiment les combiner pour faire un modèle bien robuste sur l'ensemble de ceux-ci. Alors que ce n'était pas tout à fait le cas dans les examens de physique, dans le sens où certaines proportions de l'examen changeaient, certains types de questions changeaient, et donc là, on avait du mal à appliquer vraiment un gros modèle sur la combinaison de tous ces examens. Alors, on a eu une petite précision de Jean-Michel Rigaud qui nous dit que c'est une méthode qui évite de devoir développer des stratégies de réponse. La meilleure méthode consiste à répondre et à indiquer le degré de certitude de sa réponse. D'accord, oui, ça devient plus clair. Merci beaucoup pour la précision. Oui, tout à fait. Je vois ce que vous voulez dire, mais non, ça n'a pas été utilisé, ça n'a pas été comparé avec cela. On s'est vraiment limité aux données et aux examens qu'on possédait, qui étaient simplement cotés à points négatifs avec les degrés de cotation que j'avais mentionnés durant ma présentation. Donc, plus 4, 0, moins 1 pour les QCM et plus 2, 0, moins 1 pour les vrais ou faux, mais il n'y avait pas de degré de certitude à indiquer.
Et alors, étant donné qu'on faisait cette étude et ce mémoire après que ces examens aient été réalisés, eh bien, on avait du mal à faire des questionnaires pour les étudiants, étant donné qu'ils avaient passé l'examen jusqu'à il y a 3 ans. Et donc, leur poser des questions 3 ans après sur des questions particulières, ça n'aurait rien donné. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas été exploité. Voilà, merci à vous. Michel Rigaud te remercie pour les précisions. Merci à toi, Alice, pour cette présentation. Et puis, on sera attentif à la sortie de l'article pour en savoir plus. Merci beaucoup. On va passer au troisième travail primé dans le cadre du prix Philippe Mestat. Et vous voyez, son nom s'affiche déjà. C'est Doriane Jaguers qui nous a rejoint. Bonjour Doriane. Bonjour Caroline. On est ensemble pour le prix DOC, un doctorat que tu as défendu à l'ULiège et le titre, je le rappelle, les aspirations aux études et carrières à forte composante mathématique, quel levier motivationnel et pédagogique pour les filles et les garçons, une étude menée auprès d'élèves de 5e et 6e année de l'enseignement secondaire ou de transition en fédération Wallonie-Bruxelles. Doriane, on t'écoute et puis on sera reparti pour un question-réponse. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bien, bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux et d'être encore présents pour écouter ma présentation sur mon travail de thèse, qui rejoint en quelque sorte à la thématique abordée par Alice, puisque moi aussi j'ai traité de la question de l'égalité de genre, mais cette fois dans la perspective des aspirations au champ STEAM et plus précisément au champ des études et des carrières à forte composante mathématique. Donc, comme Caroline l'a très bien dit, ma thèse s'intitule « Les aspirations aux études et carrières à forte composante mathématique, quel levier motivationnel et pédagogique pour les filles et les garçons ?» Et c'est une étude donc, que j'ai menée auprès d'élèves de 5e et de 6e année de l'enseignement secondaire de transition en Fédération Wallonie-Bruxelles et qui a été dirigée par la professeure Dominique Lafontaine. Alors, voilà, je vais passer au plan de l'exposé. Donc, je vais commencer vraiment par une courte introduction vous permettant de mieux comprendre ce qui m'a motivée à étudier cette question des aspirations aux études et aux carrières mathématiques selon genre. J'aborderai ensuite, mais de manière très brève, le cas théorique qui a guidé mes recherches et qui a donné naissance à la question principale qui a été étudiée dans cette thèse. Et puis, j'exposerai également la méthodologie de recherche employée. Et enfin, je présenterai plus en détail certains résultats pour terminer par une conclusion générale de ce travail. Alors, en guise d'introduction, de manière générale, on peut se dire que l'école réussit assez bien aux filles, que ce soit au travers des enquêtes internationales comme l'enquête PISA, par exemple, ou de données beaucoup plus locales qui sont notamment présentées dans les indicateurs de l'enseignement. On a une quantité d'indicateurs d'attitude, d'indicateurs de parcours, d'indicateurs d'acquis qui laissent à penser que les filles ont vraiment un profil de réussite scolaire plus favorable que celui des garçons tout au long de la scolarité obligatoire. Donc, elles font en effet part d'attitudes beaucoup plus positives à l'écart de l'école et des apprentissages. Elles accusent également moins de retard et sont moins touchées par le décrochage scolaire. En matière d'acquis scolaires, eh bien, les dernières enquêtes menées par l'OCDE, les dernières enquêtes PISA qui mesurent, je le rappelle, le niveau des jeunes en compréhension de l'écrit, en maths ou en sciences à l'âge de 15 ans, eh bien, pointent qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles, les filles devancent largement les garçons en compréhension de l'écrit. Alors, pour ce qui est des maths et des sciences, eh bien, des différences filles-garçons existent et elles sont en faveur des garçons, mais elles sont en moyenne de faible ampleur comparativement aux différences qu'on observe en compréhension de l'écrit. Et enfin, ces bonnes performances scolaires se traduisent également par une meilleure réussite en fin de scolarité obligatoire, puisqu'on observe un meilleur taux de diplomation en fin de scolarité secondaire. Et donc, les filles, finalement, arrivent aux portes de l'enseignement supérieur avec un profil qui est plus favorable que celui des garçons. Et si on se fie d'ailleurs aux statistiques qui sont disponibles sur le site de la RES, on constate que vraiment depuis une trentaine d'années, on assiste à une féminisation de l'enseignement supérieur, puisque la population féminine a plus que doublé entre l'année académique 86-87 et l'année académique 2016-2017, alors que chez les garçons, l'augmentation existe, mais elle est nettement plus sensible puisqu'elle est de l'ordre environ de 66%. Cependant,
malgré ses nombreuses qualités, force est de constater qu'il y a toujours une division sexuée dans les études supérieures choisies par nos jeunes. Et si on observe justement l'évolution du nombre d'hommes et de femmes dans les secteurs des sciences et techniques, eh bien, on remarque que les filles sont systématiquement sous-représentées. Elles y sont 4 fois moins présentes dans le supérieur hors universitaire et 2 fois moins présentes à l'université. Alors, on évolue dans une société qui est marquée fondamentalement par ces innovations scientifiques et technologiques. Et donc, cette question de l'orientation vers les STEAM est une question importante. Il s'agit vraiment de filières qui sont porteuses d'emplois qui sont souvent bien rémunérés et au sein desquels il serait vraiment dommage de se priver de certains talents. Alors, on pourrait se dire, finalement, la sous-représentation des filles dans les champs STEAM, c'est simplement l'expression de leur préférence. Donc, pourquoi vraiment s'en préoccuper? Alors, on voit qu'en fait, ce n'est pas aussi simple que ça. Et la littérature montre vraiment qu'en effectuant les choix d'orientation, les filles comme les garçons ne considèrent pas toujours l'ensemble des possibilités en termes d'orientation, l'ensemble des options possibles. Et dans le cadre vraiment de l'orientation vers les STEAM, eh bien, nous constatons que les filles renoncent souvent pour des mauvaises raisons. Alors, ces mauvaises raisons, ça peut être un manque d'information, ça peut être une mauvaise perception de ses propres capacités dans les domaines STEAM, et ça peut être aussi la perception qu'il y a un problème d'adéquation finalement au schéma social qui est imposé aux hommes et aux femmes. Et donc, c'est pour toutes ces raisons finalement que dans le cadre de cette thèse, j'ai vraiment choisi d'étudier des leviers qui allaient pouvoir être propices pour permettre aux garçons comme aux filles, mais plus particulièrement aux filles évidemment, d'aspirer à des études et des carrières à forte composante mathématique. Alors pourquoi cette centration précise sur les maths plus que sur d'autres disciplines? Parce que simplement les mathématiques, c'est déjà une des disciplines qui est commune aux 4 composants de l'acronyme STEAM, mais aussi parce que c'est au sein vraiment des domaines mathématiques qu'on constate une sous-représentation féminine qui est vraiment plus marquée. Alors, il existe, d'un point de vue théorique, plusieurs cadres pour étudier la question des aspirations scolaires et professionnelles des jeunes. Dans le cadre de ma thèse de doctorat, j'ai fait appel à un modèle assez connu qui est le modèle de l'expectancy value. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails très techniques et spécifiques de ce modèle, mais il est important pour moi de vous le présenter pour que vous compreniez vraiment la logique qui a animé les différents chapitres de la thèse et les différents angles de recherche que j'ai pris. Alors, de manière très globale, le modèle de l'expectancy value, le voici, et il spécifie en quelque sorte que les choix d'orientation, les aspirations ici d'études et de carrière, peuvent être influencés d'une part par des variables dites motivationnelles, c'est-à-dire le fait de s'en sentir capable, d'y arriver, le fait d'accorder de l'importance à cette discipline, le fait d'être intéressé par les mathématiques, etc. Et aussi que les choix d'orientation sont peut-être directement, mais aussi plus indirectement, influencés par des variables plus contextuelles dans lesquelles s'inscrit le jeune. Et donc, plus spécifiquement, dans le cadre de ma thèse, je n'ai pas abordé l'impact du contexte au sens large en abordant la société, la famille, etc. J'ai fait une centration vraiment sur l'école et plus spécifiquement sur la perception qu'ont les jeunes des pratiques de leurs profs de maths en fin de secondaire. Et c'est une perspective assez originale parce que finalement, on a peu d'infos à ce sujet. Au niveau des leviers motivationnels, on se rend compte, quand on consulte un peu la littérature, qu'en fonction des systèmes éducatifs, c'est tantôt tel aspect de la motivation, tantôt un autre qui permet d'influencer les choix d'orientation. Mais on n'avait pas vraiment, à ma connaissance, de données propres à la Fédération Wallonie-Bruxelles pour avoir des réponses pour notre système éducatif. Donc, le fait de répliquer des analyses avec un échantillon propre à notre système éducatif et à ses caractéristiques, ça nous permettait de découvrir quelles étaient les variables motivationnelles qui influençaient les choix de nos étudiants. Et puis, d'un niveau plus
plus contextuelle. Hein. On remarque qu'il y a beaucoup d'études qui mettent en lien des variables contextuelles avec des variables motivationnelles ou des variables liées à la performance, mais très peu avec tout ce qui est orientation. Et donc, c'était vraiment une perspective originale d'essayer d'identifier des leviers, ici propres à des leviers liés aux pratiques du prof de mathématiques pour les aspirations aux carrières et aux études à la forte composante mathématique. Alors, la question, vous l'aurez compris, hein, et le modèle finalement conceptuel autour duquel s'est articulée la thèse, bien, le voici. Hein, donc, c'est vraiment cette question des aspirations aux études et carrières à forte composante mathématique et d'essayer de voir d'une part quelle est l'influence des variables motivationnelles, l'influence plutôt directe, et puis d'autre part, quelle est l'influence directe ou indirecte, c'est-à-dire influence qui peut être médiée par des variables motivationnelles, de variables plus contextuelles, et dans le cadre de la thèse, c'était vraiment les variables propres à la perception des attentes et des comportements du prof de mathématiques en fin de secondaire. Et alors, pour analyser évidemment plus finement ces relations, on a pris également en compte toute une quantité de variables propres à l'élève, comme son niveau socio-économique, ses performances en mathématiques, également le type de cours de maths fréquenté, est-ce que c'était un cours de maths forte, de maths faible, etc. Et donc voilà, on a eu plusieurs éléments en plus qui ont été contrôlés, en tout cas dans les analyses. Alors, au niveau de la méthodologie, donc c'est 2 collectes de données qui ont été réalisées au sein de 26 écoles de l'enseignement secondaire de transition. Donc, c'est 1091 élèves qui ont été interrogés en 5e secondaire et 777 qui ont été réinterrogés en 6e secondaire. Alors, en 5e secondaire, on a fait passer à tout le monde un test de maths pour avoir une sorte de mesure objective du niveau en mathématiques des élèves. Et puis, toutes les variables que j'ai citées finalement dans mon modèle conceptuel ont été mesurées à 2 reprises à l'aide du questionnaire contextuel. Et alors, pour être tout à fait précise, en fait, dans le cadre de ma thèse, pardon, j'ai la dit un peu vite, voilà, dans le cadre de ma thèse, ce que j'ai vraiment fait, c'est qu'en fonction des chapitres, eh bien, j'ai en quelque sorte détricoté le modèle conceptuel. Donc, j'ai tantôt analysé les liens directs entre les variables motivationnelles et les aspirations. Tantôt, j'ai proposé un chapitre où on analyse plutôt les liens avec les variables propres à l'enseignement. Et puis, plus on avance dans la thèse, eh bien, j'ai également proposé des analyses plus complexes qui permettent de modéliser au sein de modélisation statistique un peu plus complexe les liens simultanés, directs et indirects entre ces différentes variables. Alors, au niveau des résultats, je ne vais malheureusement pas avoir le temps de vous présenter en détail tous les résultats de ma thèse. D'ailleurs, bon, elle propose 4 chapitres qui sont en fait 4 articles qui ont déjà été publiés, donc je peux vous donner les références si ça vous intéresse. Mais aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est très brièvement de vous énoncer les leviers motivationnels qui ont été dégagés et de passer peut-être un peu plus de temps à vous présenter les leviers plutôt contextuels et donc propres à l'enseignement des mathématiques. Alors, au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce qui se dégage en termes de levier motivationnel, c'est d'abord la perception de l'utilité des mathématiques. Donc, on constate vraiment que c'est la variable qui est la plus fortement associée aux aspirations d'études et de carrière mathématique. Donc, vraiment, le fait de percevoir que les maths vont être utiles pour le futur, c'est quelque chose qui est inévitablement lié aux aspirations dans ce domaine, et ce, tant pour les filles que pour les garçons. Une autre variable importante, c'est la perception de soi. Elle est effectivement positivement associée aux 2 types d'aspirations, études mathématiques, carrière mathématique. Et donc, ça signifie vraiment qu'avoir une image positive de soi en mathématiques va permettre aux jeunes d'aspirer à des études et des carrières mathématiques.
Et enfin, le dernier levier motivationnel, c'est le sentiment d'auto-efficacité et pas n'importe lequel. On a remarqué que c'était un sentiment d'auto-efficacité par rapport à des tâches de mathématiques qu'on peut mettre en lien avec la vie courante. C'est-à-dire qu'on remarque que c'est vraiment le jeune qui va se sentir capable, par exemple, d'effectuer des tâches mathématiques en lien avec la vie réelle, comme calculer le rendement d'un panneau solaire, par exemple. Eh bien, c'est ce jeune-là qui va davantage pouvoir se projeter dans des études et des carrières mathématiques, plus que s'il se sent capable de réaliser des tâches mathématiques purement scolaires, comme le fait de résoudre une inéquation. Et un chapitre de la thèse a également mis en évidence que vraiment ce qu'on appelle ce sentiment d'auto-efficacité, donc par rapport à des tâches précises de maths, eh bien c'est particulièrement important chez les filles pour faire un choix d'études et de carrière qui défie les stéréotypes. Alors, au niveau maintenant des leviers pédagogiques, je vais m'attarder un peu plus en vous montrant des données un peu plus précises issues des différents chapitres de la thèse. Donc, dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, j'ai détricoté un petit peu le modèle conceptuel et donc j'ai d'abord regardé les liens entre les variables pédagogiques et les variables motivationnelles qui avaient été identifiées comme importantes pour les aspirations aux études mathématiques. Donc ici, vous les retrouvez en variable dépendante, sentiment d'auto-efficacité, perception de soi, utilité perçue. Et vous voyez que j'intègre dans mon analyse de régression multiniveau plusieurs variables pédagogiques pour essayer de voir s'il y a un lien avec ces variables motivationnelles. Alors, le premier résultat sur lequel je voudrais vraiment attirer votre attention, c'est qu'au niveau vraiment de la perception de soi, on constate que les attentes de l'enseignant sont particulièrement importantes. C'est-à-dire que ce que pense l'enseignant, finalement, a plus d'impact sur l'image que l'élève va se construire de lui-même que ce que l'enseignant fait concrètement dans sa classe avec ses élèves. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup dans nos analyses et qui est vraiment important, cette perception des attentes qu'a l'enseignant par rapport à la réussite future en mathématiques de l'élève. Alors, dans une moindre mesure, l'image que l'élève se construit de lui-même est aussi associée à la pertinence de ce qui lui est enseigné en mathématiques, mais on remarque que cette variable de pertinence de l'enseignement est davantage associée à la perception de l'utilité des mathématiques. Donc, ça veut dire que vraiment le fait que l'élève perçoive que le cours qui lui est dispensé a du sens, va vraiment l'aider à mieux saisir du coup l'utilité des mathématiques. Et quand on sait que cette variable d'utilité perçue des mathématiques est la variable la plus puissante pour favoriser les aspirations aux études et aux carrières mathématiques, c'est un résultat qui doit vraiment nous interpeller. Alors, autre résultat pour rester toujours dans les leviers pédagogiques, et cette fois-ci, l'analyse envisage les liens directs entre les leviers pédagogiques et les aspirations aux études mathématiques. Alors, dans ce tableau, je vais vous présenter surtout un résultat. Donc là, vous avez les variables pédagogiques qui ont été introduites dans le modèle et on constate que ce qui est particulièrement intéressant, c'est que l'activation cognitive est associée aux aspirations aux études mathématiques. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que le jeune qui va vraiment percevoir que l'environnement d'apprentissage qu'on lui propose dans ses cours de mathématiques est un environnement cognitivement stimulant, un environnement qui implique des démarches de haut niveau cognitif, ça va être l'élève qui va plus facilement pouvoir se projeter dans des études et des carrières mathématiques. Et donc, ce résultat est particulièrement intéressant parce qu'on a constaté que ce principe était vrai quel que soit le type de cours de maths fréquenté par l'élève. Donc, il est vraiment favorable pour tous. Et c'est assez original de mettre en lien ce concept d'activation cognitive avec le principe d'orientation, en tout cas dans ce qu'on a pu lire dans la littérature. C'est un concept qu'on n'a pas vu souvent associé à l'orientation, alors qu'ici, on voit que ça ressort de manière assez nette. Alors, dernier peut-être résultat important que je voulais partager avec vous, qui cette fois est issu d'un chapitre où on a envisagé des relations de manière plus globale avec une modélisation
statistique un peu plus complexe, donc qui nous permet simultanément d'investiguer des liens directs et indirects entre variables. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'analyse, mais simplement vous dire qu'on l'a réalisé, cette analyse, séparément dans l'échantillon des filles et puis dans l'échantillon des garçons pour essayer de comparer les liens que pouvaient entretenir deux formes de soutien proposées par l'enseignant avec les variables motivationnelles et les aspirations aux carrières mathématiques. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au niveau des filles, on constate que le soutien d'ordre social, qui est en fait un soutien qui s'exprime simplement par le fait de percevoir que le prof est sympa avec ses élèves, eh bien, chez les filles uniquement, on constate des liens négatifs avec les variables motivationnelles et dans une moindre mesure avec les aspirations. Donc, comme s'il y avait quelque chose de délétère ou quelque chose comme si ça déréglait en quelque sorte la relation pédagogique d'être uniquement sympa. Mais par contre, le fait de percevoir un soutien académique, et là, j'insiste sur le fait que c'est vraiment un résultat qu'on a uniquement retrouvé chez les filles et pas du tout chez les garçons, eh bien, on voit que le fait de percevoir un soutien académique qui est opérationnalisé ici par la capacité qu'a l'enseignant à donner des feedbacks précis aux élèves sur leur performance et sur ce qu'ils font en mathématiques, eh bien, ça, par contre, ça a quelque chose de positif pour la motivation en maths, pour la confiance en soi, pour l'intérêt qu'on accorde aux mathématiques, pour la perception de l'utilité des mathématiques. Et donc, indirectement, ça a une influence sur les aspirations de carrière. Donc, ça signifie vraiment que chez les filles, il y a vraiment ce besoin d'obtenir des feedbacks de la part de l'enseignant pour pouvoir être intéressée, motivée, confiante par rapport aux maths, et qu'une simple bienveillance, une simple sympathie, en fait, vis-à-vis d'elle ne suffit pas. Et donc, si je résume, on peut dire que finalement, cette thèse a pointé vraiment 4 leviers pédagogiques principaux que j'ai essayé de vous balayer ici assez très rapidement en passant d'un chapitre à l'autre de ma thèse. Donc, on a la pertinence de l'enseignement, l'activation cognitive, les attentes de l'enseignant et le soutien pédagogique plutôt que psychologique. Et pour chacun finalement de ces leviers, on peut réfléchir alors maintenant concrètement à des applications plus pédagogiques, plus pratico-pratiques, pour essayer de tirer parti finalement de cette recherche qui était vraiment une recherche plus fondamentale, qui essaye de tisser des liens entre des variables, essayer maintenant de le transposer dans la pratique. Alors, au niveau de la pertinence de l'enseignement, il s'agirait plutôt de se dire que dans les classes, il faudrait vraiment encourager la mise en application des contenus mathématiques enseignés dans le monde réel. Donc, souvent, dans l'enseignement secondaire, les contenus mathématiques qui sont en fin de secondaire sont considérés comme abstraits par les élèves ou enseignés justement parce que c'est juste un intérêt purement mathématique. Alors qu'il y a des possibilités d'application, les maths sont partout autour de nous et il suffit de regarder par exemple à quel point elles ont été utilisées pour établir des prédictions dans le cadre de la crise de la Covid, pour se rendre compte que les maths peuvent être utiles et pas uniquement dans des sphères techniques, mais aussi dans des sphères qui touchent à l'être humain. Et donc vraiment travailler avec les élèves et œuvrer dans l'idée de pouvoir élargir leur vision de l'utilisation des mathématiques, les aider vraiment à établir des liens entre les apprentissages réalisés en classe et ceux de la vie réelle, semble être vraiment une perspective tout à fait porteuse. Le deuxième levier, c'était celui de l'activation cognitive. Donc ça, c'était vraiment cette idée que les élèves puissent percevoir qu'ils sont actifs d'un point de vue cognitif, qu'ils sont stimulés sur le plan cognitif. Et donc, pour y parvenir, il faut soutenir les enseignants parce que c'est pas évident de mettre ce genre de choses en place en fin de secondaire. Donc, soutenir les enseignants dans la création des tâches mathématiques qui suscitent réellement cette activation cognitive et dans l'étayage que les enseignants peuvent apporter aux élèves pour qu'ils s'y engagent vraiment et pour que les élèves puissent en avoir conscience, eh bien, c'est de favoriser tout ce pan de métacognition, d'apprentissage autorégulé en mathématiques qui va vraiment permettre aux jeunes eh bien, de se sentir actifs d'un point de vue cognitif.
Troisième levier, les attentes de l'enseignant. Alors, bon, il y a tout un pan de la littérature qui montre vraiment que de manière tout à fait inconsciente, eh bien, il existe un phénomène qui est que les enseignants ont tendance à développer parfois des attentes moins élevées vis-à-vis de la réussite des filles. C'est évidemment teinté des stéréotypes de genre et des stéréotypes associés fréquemment aux mathématiques. Et donc, sensibiliser les enseignants à cette problématique des attentes différenciées est vraiment quelque chose d'important quand on voit les répercussions que les attentes de l'enseignant peuvent avoir sur l'image que le jeune se construit de lui-même en mathématiques. Et bon, il y a des études plus précises qui ont encore montré qu'il y a un effet en fait asymétrique des attentes de l'enseignant sur l'image de soi et que lorsque les attentes sont négatives, eh bien l'effet délétère sur l'image de soi est beaucoup plus important que l'amélioration de l'image de soi quand les attentes sont positives. Et donc, le conseil, ce ne serait pas spécialement d'aller pour prôner des attentes ultra positives envers les filles, mais surtout de limiter et de ne plus témoigner de considérations trop négatives vis-à-vis des filles. Et enfin, le dernier levier qui est issu notamment des analyses liées au modèle plus complexe que je vous ai présenté tout à la fin des résultats, qui est vraiment de se dire que la simple bienveillance envers les filles semble vraiment ne pas suffire et qu'il faut encourager les enseignants à donner aux filles les moyens de s'autoréguler par des feedbacks précis sur leur performance en mathématiques. Donc, je vais conclure cette présentation en vous disant que, de manière générale, ma thèse de doctorat, elle a pu suggérer que l'école et les enseignants en particulier ont le pouvoir de contribuer à une meilleure participation des jeunes dans le domaine des mathématiques. Alors, l'activation en classe des leviers motivationnels et pédagogiques que je viens d'identifier, eh bien, peut entraîner des changements dans les perceptions et donc des changements culturels, et que les actions finalement qui sont suggérées par cette thèse, elles participent aussi inévitablement à une déconstruction des stéréotypes qui sont associés au genre, mais aussi des stéréotypes associés aux études et aux carrières maths. Et cette déconstruction des stéréotypes est vraiment indispensable dans la mesure où, en fait, dans nos analyses, nous avons pu voir que les leviers que nous avons identifiés, ils ne peuvent pas à eux seuls enrayer les différences de genre. C'est bien de les activer, mais c'est efficace pour tous les jeunes, mais ça ne supprime pas, je vais dire, les différences filles-garçons. Par contre, en y travaillant ensemble et avec tout le monde, eh bien, on va pouvoir déconstruire les stéréotypes. Et pour déconstruire ces stéréotypes, il faut toucher l'ensemble des jeunes par ces actions et par ces leviers motivationnels et pédagogiques. Merci beaucoup, Doriane. Donc, Pardon. Je ne sais pas, j'ai encore une dia, mais je ne sais pas pourquoi ça bloque. Ah ben voilà. Ah oui, merci. Je voulais juste terminer en disant que faire en Fédération Wallonie-Bruxelles. La première chose, c'est poursuivre la recherche, transposer les leviers dans les pratiques, en étudier les effets. Et de manière plus générale, si j'ai un message à faire passer, ce serait vraiment de prôner une approche inclusive dans la façon de traiter ce phénomène. Donc, la sous-représentation des filles dans les champs STEAM, ce n'est pas qu'un problème de femmes, c'est un problème de société. Donc, vraiment, proposer des actions pour tout le monde. Et donc, d'ailleurs, les leviers que je propose, ils s'inscrivent dans des contextes de classe mixte. Et donc, ça permet d'éviter de stigmatiser encore plus les filles par rapport à cette discipline, d'œuvrer pour que les mentalités de tous évoluent et de permettre à tout le monde, les filles comme les garçons, de découvrir l'étendue de leurs talents, ainsi que la richesse et la diversité que peuvent offrir ces études. Alors, j'ai vraiment mis l'accent sur la question du genre dans cette présentation et dans cette thèse, parce que c'est ce qui a animé toute ma recherche. Mais il ne faut pas oublier non plus les individualités qui existent au sein de chaque genre. Et donc, que la question du genre et des inégalités de genre ne sont malheureusement dans nos systèmes éducatifs qu'une forme d'inégalité scolaire parmi tant d'autres. Et donc, ça renforce encore plus le fait de faire des actions collectives et tout à fait inclusive. Voilà. Merci de votre attention et je suis à votre disposition pour les questions.
Merci beaucoup, Dorian. Oui, n'hésitez pas à poser vos questions dans le Q&A et pas dans le chat, parce qu'il y a une question qui est arrivée dans le chat tout à l'heure. Enfin, j'ai vu qu'Alice y avait répondu par la suite, mais voilà, si c'est dans le Q&A, c'est bien et on est sûr de ne pas passer à côté. Et alors, Dorian, tu proposais de mettre des références, ben, peut-être n'hésite pas à les mettre dans quelques minutes dans le chat aussi pour ceux qui voudront en savoir plus pour ce que tu n'as pas pu voilà, exposer ici. Donc on l'entend bien et tu le disais dans tes conclusions que l'école et les enseignants ont un rôle immense à jouer finalement. Au-delà des recommandations, comment est-ce qu'on peut faire pour que ça soit ancré dans les pratiques réellement? Est-ce qu'il y a une suite que tu comptes donner à cette thèse de doctorat pour arriver justement dans le concret? Alors, effectivement, ici, bon, c'était une thèse qui avait été financée par une bourse fraîche, donc c'est une recherche vraiment fondamentale où l'idée, c'était de faire un état des lieux, de liens entre des variables, etc. Maintenant qu'on a, je veux dire, les pistes d'un point de vue global et général, ce qui va être important, c'est de mener des recherches beaucoup plus expérimentales, aller dans des contextes précis de classe et de proposer des actions aux enseignants à tester, de développer, parce que voilà, on parle beaucoup de l'importance de la pertinence de l'enseignement. Ben voilà, c'est une recommandation générale. Maintenant, il faut pouvoir l'appliquer et le faire dans le concret. Et donc, c'est vrai que voilà, de mon côté, voilà, le nerf de la guerre, c'est toujours les financements. Si j'ai des financements, j'aimerais évidemment continuer à pouvoir mener des approches expérimentales en collaboration avec des enseignants qui connaissent leur matière, qui savent, parce que moi j'ai une spécificité pédagogique, mais pas matière. Et donc voilà, essayer de faire des recherches beaucoup plus expérimentales à ce sujet-là pour tester dans des contextes de classe précis et diversifiés des applications concrètes de cela. Et d'ailleurs, voilà, j'en profite, j'ai la chance de travailler dans un service à l'Université de Liège avec des étudiants en master sciences de l'éducation. Et j'ai déjà une étudiante ici qui est intéressée pour faire son mémoire justement là-dessus, sur un essai en approche expérimentale de la pertinence de l'enseignement en maths et qui va essayer d'appliquer au premier degré de l'enseignement des mathématiques un dispositif. Et donc voilà, si son dispositif est concluant, ben, je l'encouragerai à partager les résultats de ses travaux. Oui, c'est ça, parce que toi, pour l'instant, à titre personnel, tu ne poursuis pas ce travail, mais c'est par le biais de cette étudiante que ça va voilà, se concrétiser en quelque tout cas, part. c'est une des portes d'entrée, mais je compte déposer dans un futur assez proche voilà, des projets pour continuer sur cette thématique qui est porteuse et qui ouvre vraiment sur plusieurs perspectives. Ici, d'un point de vue professionnel, ces derniers mois, j'ai été prise par d'autres projets dans le cadre de mon service de recherche, mais je ne perds pas de vue le fait de déposer effectivement et de répondre à des appels en lien avec cette thématique précise. Et voilà. Donc, je suis tout à fait ouverte à des propositions à ce sujet-là. Et cette thématique d'estime et dans l'enseignement de transition, c'était lié à la bourse, ça? En fait, oui, donc j'ai eu une bourse de doctorat fraîche et il fallait simplement déposer un projet de recherche fondamentale avec un impact sociétal. Et donc moi, c'était vraiment voilà, ce sujet-là qui m'a toujours interpellée parce que la question des inégalités en enseignement de manière générale, pas que les inégalités de genre, mais m'a toujours intéressée et c'est quelque chose qui, voilà, qui m'a toujours, qui a toujours suscité en moi, en tout cas, l'envie de développer de la recherche. Alors, bon, il n'y a pas vraiment de questions. Alors, peut-être aussi que les participants doivent nous quitter parce qu'on arrive à 14 heures. N'hésite pas, Dorian, à mettre les références dans le Q&A. Comme ça, voilà, on pourra faire des petites recherches si on veut en savoir plus. Et je vais donner la parole alors pour conclure à notre futur président du jury, un président du jury de la 4e édition de ce prix Philippe Mestat, c'est Sébastien Van Drogenbroek. Et je rappelle que vous êtes professeur à l'Université Saint-Louis Bruxelles et assesseur à la section de législation du Conseil d'État. Voilà, le mot de la fin vous revient, mon cher Sébastien. Merci pour... vous m'entendez correctement, oui. Oui. Très, très bien, oui. Merci merci de me donner la parole. Merci pour tous ces exposés. Merci pour toute cette heure et demie qu'on a passé plus ensemble à vraiment pouvoir entendre ou plutôt réentendre pour ce qui me concerne le contenu de ces excellents travaux. Donc c'est vraiment un honneur de pouvoir présider maintenant pour l'avenir le jury de ce prix Philippe Mestat. J'espère que je serai à la hauteur
de ma prédécesseur, de Françoise, avec lequel j'ai eu tant de plaisir à travailler sur ce dossier-ci, comme sur d'autres d'ailleurs. J'espère pouvoir prolonger à la fois la qualité du travail qu'elle a accompli et aussi, parce que c'est très important, l'ambiance qu'elle a réussi à mettre dans ce jury, dans la collaboration qu'on a avec la RES, comme elle met dans chaque chose. Je dois dire, c'est vraiment très agréable de pouvoir travailler comme cela et je me réjouis de pouvoir le faire. Alors merci aussi à toute l'équipe qui s'est jusqu'à présent investi et continuera à s'investir dans ce prix Philippe Mestat, les membres du jury actuel, les membres du jury futur, qui sont pour partie les membres du jury actuel, plus de nouvelles personnes. Merci aussi au tout le staff de la RES qui s'investit énormément dans l'accompagnement, même plus que l'accompagnement, l'orchestration de tout ce prix. Il y a là un travail réellement énorme et sans cet accompagnement, je pense notamment à tout le travail qui a été fourni, puisque c'est depuis les origines par Charline, sans cet accompagnement, vous n'auriez sans doute pas de président pour le jury, tellement tout cela nous facilite la tâche, nous la rend même agréable. Alors, merci aussi à la RES elle-même, au gouvernement de la communauté française de soutenir ce projet, à Madame la ministre de soutenir ce projet. Merci aussi au journal Le Soir qui non seulement s'investit dans le jury au travers de la participation autrefois de Béatrice Delvaux et puis maintenant d'un nouveau membre qui succédera à Béatrice et qui donne aussi l'écho qu'il mérite à tous ces travaux dont je pense que tout le monde peut être très fier dans les bibliothèques des universités, des hautes écoles, des ESA, dans les chambres d'étudiants, sur les bureaux, il se passe, il s'écrit des choses vraiment intéressantes et je trouve qu'un mérite énorme de ce prix, c'est de pouvoir mettre tout ça en valeur et que tout ça puisse recevoir l'écho que cela mérite, non seulement à l'intention du monde de l'enseignement, certains travaux, je pense à celui d'Alice, tel qu'elle nous a expliqué maintenant, mais ont un impact sur la manière dont on réfléchit à des réformes futures sans se les voir imposer nécessairement par une décision politique, mais la manière dont on adopte une dimension plus réflexive sur nos pratiques, que ce soit sur les QCM ou d'autres choses. Et cet impact parfois sort du monde de l'enseignement. Des réformes peuvent être inspirées, qu'elles concernent le décret paysage, qu'elles concernent la future formation initiale des enseignants. Il y a vraiment des choses de toute première importance qui, grâce à ce prix, reçoivent un écho. Et j'espère que ce sera encore le cas et qu'on pourrait éventuellement encore amplifier l'écho à l'avenir en essayant de rencontrer le Parlement, la Commission de l'enseignement supérieur, en aidant ceux et celles qui veulent publier. Et on sait parfois que ça coûte un peu de publier de bons articles dans des revues, en aidant au maximum ces personnes à pouvoir donner tout l'écho qu'ils méritent à nos travaux. Et j'en termine en souhaitant que pour l'avenir, nous soyons autant gâtés dans la qualité de ce que nous recevons, dans la quantité aussi, mais dans la qualité de ce que nous recevons. Et donc, rendez-vous à la prochaine édition, alors, avec un millésime que j'espère aussi bon que celui qui vient de s'achever. Voilà. C'est ce qu'on espère. Merci à vous. Et donc, voilà, rendez-vous l'année prochaine, effectivement, pour la 4e édition du prix Philippe Mestat. Bravo encore à nos lauréates de cette 3e édition. Merci. Vous avez fait les merci à tout le monde, je pense, hein, Sébastien. Et je remercie encore les participants de nous avoir suivis aujourd'hui. Je vous souhaite une belle après-midi et à bientôt.